Donc on ne peut pas forcément commencer sans eux. Donc avant de démarrer et passer la parole à notre animatrice, notre chère animatrice Amina, je vais vous présenter un peu GRAD Guinée. Je vais aller vite parce qu'on n'a pas assez de temps vu le retard qui est accusé. Donc GRAD Guinée, c'est le groupe de réflexion et d'appui au développement de la Guinée. C'est un cercle de réflexion qui fait de l'analyse prospective sur les thématiques de développement liées à l'Afrique, en particulier à la Guinée. Mais la singularité de GRAD Guinée, c'est de lier la parole à l'acte. Donc vous remarquerez, à la différence des autres think tanks, nous avons pas mal de projets concrets qui ont des impacts directs sur nos compatriotes qui sont en Guinée. Donc nous avons pas mal de projets que nous voulons réaliser en Guinée. Donc, en gros, GRAD Guinée est constitué de jeunes cadres qui travaillent en France, mais partout aussi dans le monde. On a une antenne au Canada, au Sénégal, partout en France, en Guinée. Donc on essaie de mettre partout où il y a des Guinéens. Parce que notre objectif en définitive, c'est de rassembler tous les Guinéens. Donc aujourd'hui, nous avons voulu poser le débat sur la coopération et la francophonie. Nous savons qu'il y a des réflexions qui existent déjà dans ces domaines, mais l'objectif, c'est de faire l'état des lieux, voir qu'est-ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, afin d'améliorer à la donne actuelle, à la réalité des choses, et aller vers une coopération beaucoup plus horizontale. Parce que, bon, à mon avis, la coopération aujourd'hui est souvent verticale et les mesures sont imposées aux pays du Sud. Donc là, aujourd'hui, nous allons essayer d'en débattre avec nos différents invités qui sont là autour de 2 tables rondes. La première table ronde sera autour de la coopération, le développement local, les défis et les enjeux. Et ensuite, il y aura l'apport de la francophonie en Afrique de l'Ouest. En tout cas, je remercie tous ceux qui sont présents ici. Désolé pour ceux qui ont été là à l'heure. Parce que notre communauté, la communauté africaine en général, est très difficile à mobiliser. Donc, désolé pour ça. Nos intervenants aussi ont eu, un peu de contretemps. Et donc là, je remercie naturellement le maire du 19e arrondissement, François Dagno, qui a eu des impératifs qui n'est pas avec nous. Je remercie aussi le maire adjoint Aoudjan Christophe qui nous accompagne depuis le début de GRAD Guinée, qui est partout au GRAD Guinée, mais il a un impératif aujourd'hui, il ne peut pas être avec nous. Je ne vais pas être long. En tout cas, merci et bon débat. Et j'espère que les échanges seront fructueux. Et merci à tous. Merci. Je passe la parole à Amina. Bonjour à tous, chers intervenants, chers invités, bonjour. Alors, sans plus tarder, comme vous l'avez très bien dit, le président du GRAD, nous allons commencer le début de cette première table ronde sur la coopération et le développement local. Nous avons ici présent M. Gilles Morrison sur ma gauche. Je vous demande s'il vous plaît d'accueillir chaleureusement quand même. Voilà. Donc, ancien responsable du pôle Afrique subsaharienne, Maghreb et Proche-Orient de l'Institut bancaire et financière international de la Banque de France. Et sur ma droite, j'ai l'honneur d'avoir M. Haroun Gandhi Bari, diplômé en sciences politiques, professeur d'économie, mais il préfère se présenter tout simplement en membre de la société civile. Donc voilà. Donc nous allons démarrer cette... Voilà. Merci pour lui. Voilà. Donc nous allons démarrer cette table ronde par l'intervention de M. Haroun Gandhi Bari, qui ici. M. Bari, vous avez la parole. Bonjour à tous. D'abord en préalable, mes excuses, puisque comme je suis le premier intervenant, ça signifie concrètement que si on a du retard, c'est de ma faute. En fait, je suis venu pour respecter mon engagement. À chaque fois qu'il y a des tables rondes, des conférences sur la Guinée, j'y participe en tant que spectateur, parfois en tant que conférencier. Si j'avais été spectateur, je ne serais pas venu. Là, pour respecter, comment dirais-je, ma parole, je suis venu, mais je ne pouvais pas rester puisque ma belle-mère, qui est chez moi en ce moment, de Guinée, a perdu son jeune frère de lait, le seul d'ailleurs. Et donc, ma femme, elle a été élevée par lui, il est décédé dans la nuit, donc là, on est un peu
bousculé. Vous imaginez, enfin vous savez ce que c'est d'organiser un décès en Guinée à partir d'ici. Voilà, alors donc ma communication tourne autour de la coopération du développement local. Donc c'est un sujet non polémique, hein, donc c'est un sujet qui s'intéresse exclusivement, je dirais, non pas au pouvoir politique, mais justement aux artisans du développement sur le terrain, dans les régions, les villages. Donc mon propos s'articulera autour de la problématique du développement local. Il y aura 3 parties qui seront assez courtes, hein. Moi j'essaie toujours d'être assez court. Donc ça sera le défi du développement local. On rappellera rapidement comment on est arrivé à prendre en compte ce problème en Guinée. Ensuite, la décentralisation comme modèle éventuel. On parle toujours de malgouvernance au niveau de l'État. Peut-être qu'au niveau de la région, les choses sont possibles. Donc on verra si effectivement c'est le cas. Et on verra également le rôle des ONG-D, hein, ONG-D comme développement, qui sont à différencier des ONG, je dirais, spécialisées dans l'humanitaire. Une fois que j'aurai fait ça rapidement, on parlera de 3 projets, 3 expériences locales, concrètes, au Fouta, en Haute-Guinée par exemple, et puis voir concrètement comment ça se passe, quels sont les acquis à en tirer, les difficultés rencontrées, ce qu'il est possible d'améliorer, et puis on essaiera de voir si aujourd'hui ces projets ont abouti à quelque chose de concret. Alors, la problématique du développement local, comme je le disais, au début des années 80, avec ce qu'on a appelé les programmes d'ajustement structurel, donc du FMI, hein, dont la finalité était de libéraliser l'économie, pour l'essentiel, je ne rentre pas dans le détail. L'État s'est retiré des secteurs socio-économiques. Ça a entraîné évidemment du chômage, des problèmes sociaux, l'augmentation de la pauvreté, même si la malgouvernance a rajouté également en plus à tous ces problèmes. Alors ça a entraîné des troubles sociaux, c'est pas spécifique à la Guinée, hein, je dirais c'est évidemment pour toute l'Afrique, mais bon là on s'intéresse qu'à la Guinée, donc je ne parlerai que de la Guinée. Et donc il a fallu trouver des solutions pour déjà résoudre les problèmes urgents, à partir du moment où l'État se retirait. Et donc on a, là encore, sous l'égide des institutions internationales, financières notamment, Banque mondiale et FMI, mis en place, donc des ONG sont mis en place pour essayer de développer localement le pays, donc par des actions concrètes. Là, il ne s'agit pas de révolutionner au niveau d'un État, mais de faire des actions concrètes au niveau de villes, villages ou d'une région. Donc, le souci, les 3 enjeux essentiels, c'était donc trouver une forme de gouvernance démocratique, c'est-à-dire associer donc les villageois au programme et non pas essayer d'imposer un programme venu d'ailleurs, essayer de compenser un peu justement l'économie de marché. Jusqu'à présent, le libéralisme ou le néolibéralisme, je ne rentre pas dans le détail, c'est, on va dire pour simplifier et être même provoquant, c'est gagner de l'argent à tout prix. Et donc c'est le seul aspect qui compte, qui entre en ligne de compte dans un projet. Alors que bon, en Afrique, certes, un projet doit être rentable, mais il y a également des aspects sociaux qu'il faut prendre en compte, peut-être là-bas plus qu'ailleurs. Et ensuite, évidemment, apaiser les crises, hein, comme je vous disais, ça a entraîné le chômage, des rébellions parfois, des grèves, etc. dans différents pays. En Guinée, on n'a pas été épargné, et donc il fallait trouver des solutions. Donc voilà, c'était l'enjeu, hein, c'était le but du développement local, voilà pourquoi ça s'est instauré en Guinée. Donc au début des années 90, donc on a mis en place cette décentralisation en Guinée. Alors je ne rentre pas dans tous les aspects institutionnels et autres, hein, j'essaie toujours comment dirais-je, d'aller à l'essentiel. Et donc le principe c'était de faire pour les gens, et de faire pour les gens avec eux. Avec eux, c'est-à-dire non seulement au niveau de la décision, qu'est-ce qu'on fait, comment on fait, pourquoi on le fait, etc., etc. Donc on verra après les acquis, hein, si ça a été, si on a eu gain de cause ou pas, mais c'était ça le principe. Alors comme je disais, ce sont des ONGD, des organisations non gouvernementales de développement, qui existaient bien avant, mais bon, qui étaient un peu sur la touche, puisqu'on faisait essentiellement de l'humanitaire. Donc qui se sont mis en place, qui sont revenus sur le devant de la scène et qui
on va dire, en gros, gère, même si c'est une cogestion, hein, puisque évidemment les villageois sont associés, qui gère un peu ces problèmes de développement. Donc, évidemment, sur le terrain, on y reviendra tout à l'heure à propos des difficultés, il y a pu y avoir quand même des petits problèmes, puisque bon, les organisations, les ONGB avaient, comment dirais-je, des cahiers des charges, hein, elles étaient quand même financées par des organismes internationaux qui ont une feuille de route, et parfois ça pouvait entrer en contradiction avec les paysans qui sont beaucoup plus concrets, beaucoup plus terre à terre. Bon, un exemple, stocker des céréales pour, je dirais, la période de soudure, c'est un impératif voulu par les villageois. Si ça ne rentre pas en compte dans, comment dirais-je, la volonté des institutions internationales, bon, ça posait problème. Que fait-on? D'accord? Donc voilà un problème concret qui s'est posé. De même, bon, il y a eu aussi des problèmes politiques, hein. Je ne vais pas trop parler de politique aujourd'hui, mais bon, chacun sait que aujourd'hui on va dire bon, la moyenne Guinée peut être considérée comme le fief entre guillemets de l'opposition, mais bon, la Haute-Guinée sous le régime précédent, c'était la même chose, et comme ces projets ont vu le jour au début des années 90, ça veut dire que ça a transcendé 2 ou 3 régimes. Donc c'est pas lié au fait que ce soit l'opposition ou pas, mais il y a un fait que quand des financements arrivent, bon, peut-être que certaines régions sont plus avantagées que d'autres. Bon, ça tourne, certes, mais c'est aussi comment dirais-je, une contrainte à prendre en compte. Voilà, donc je ne développe pas, puisque chacun connaît. Alors voilà en gros ce qu'il fallait dire sur cette première partie. Alors les expériences, je vais parler un peu donc, des expériences de développement local. J'en citerai 3. Bon, c'est 3 parmi d'autres, hein, évidemment. Il ne s'agit pas de faire un inventaire exhaustif de tout ce qui existe. Alors pourquoi j'ai pris ces 3-là? Tout simplement parce que, pour 2 raisons. D'abord parce que, comment dirais-je, normalement, bon, il y avait l'AFD qui devait être présent. J'ai vu sur le flyer que l'AFD était présente, donc j'ai éliminé tout ce qu'elle fait pour ne pas éventuellement faire une redite. Et donc moi j'ai parlé des projets, je dirais, de la coopération canadienne. Bon, en plus ils ont fait des études là-dessus, avant, pendant et après, donc ça a permis d'avoir du recul par rapport aux expériences. Donc je vais parler donc du PACV, qui est le programme d'appui aux communautés villageoises. Donc ça se trouve à côté de Mamou, hein, vers Bouliwell. Et donc le PACV, donc évidemment, je ne rentre pas dans le détail qui finance, hein. Il faut savoir que c'est toujours soit le FIDA, le PNUD, la Banque mondiale, voire le FMI. Et donc ce programme-là, le but, c'était d'accéder aux services sociaux de base, essentiellement éducation, santé, hein, puisque vous vous rappelez, comme j'en ai parlé tout à l'heure, les programmes d'ajustement structurel visaient à désengager l'État, et donc si l'État ne finance plus rien, il se désengage de la santé, l'éducation, qui sont quand même des secteurs très importants, et donc il fallait trouver des palliatifs. Donc ça c'est le premier projet. Le deuxième c'est ce qu'on appelle le PDS, le projet de développement socio-économique de Sigiri. Donc là en gros, pour simplifier, tout le monde connaît la SAG, ancienne société aurifère de Guinée, hein, qui maintenant, bon, c'est Ashanti, enfin c'est les Ghanéens, mais on a gardé la SAG puisqu'ils se sont débrouillés pour garder le même logo. Donc elle, en gros, elle fait de l'exploitation minière à Sigiri, et elle doit participer à hauteur de 0,4% de son chiffre d'affaires au développement socio-économique local. Donc il y a une organisation qui a été mise en place pour gérer cette manne financière, pour faire des projets locaux, etc. etc. Ensuite, le dernier projet, c'est le projet d'appui au développement rural de la Haute-Guinée, donc de Madame Kaba, pour ceux qui connaissent, le PADER. Donc là aussi, c'est un peu le même principe que le PACV, mais bon, comme le PACV au départ, c'était plus, je dirais, vers le Fouta, bon, le PADER, c'est davantage à la Haute-Guinée, hein, ça permet de compenser, enfin, si on peut parler de compenser, puisque c'est surtout quand même des initiatives d'individus. Donc là aussi, c'est pour faire des activités concrètes de maraîchage, de transformation des produits agricoles, alphabétisation, etc. etc. Là, c'est essentiellement lié aux femmes. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail de ces 3 projets. Ce qui m'intéresse, c'est de faire le bilan, hein, aujourd'hui, en fait, de ces résultats. Donc, qu'est-ce qui a été acquis
qu'est-ce qui a été difficile, de voir comment on pourrait améliorer les choses. Hein, voilà, c'est le but de mon propos. Alors, les difficultés rencontrées. Alors là encore, je ne vais pas m'appesantir, hein, je vais juste indiquer ce qui n'a pas fonctionné. Bon, je laisse faire un tout petit peu, si jamais il y a des questions, j'approfondirai éventuellement. Là, je vous donne de manière, je dirais, synthétique le bilan de ces difficultés. Donc, les difficultés d'abord, c'était parfois la non-adhésion, quand même, des populations locales. C'est-à-dire quand des ONG viennent, elles ont un programme, elles savent pourquoi elles viennent, mais bon, après, je dirais, la culture parfois comment dirais-je, des coopérants et les locaux ne sont pas la même. Alors si même de plus en plus maintenant ce sont des Africains qui participent, à l'époque, en tout cas au début de ces projets, les années 90, c'était essentiellement des coopérants, et donc il pouvait y avoir des problèmes de compréhension, ou tout simplement, le coopérant il a un cahier des charges, il a un programme à faire, il le fait. Si évidemment les populations, bon, c'est pas trop ce qu'elles souhaitaient, qu'est-ce qu'on fait? On abandonne le projet parce que c'est pas ce qu'on voulait ou on continue quand même? Donc généralement les projets ont été faits, mais il y a pu y avoir quand même des réticences. Alors une deuxième difficulté, c'est les problèmes de gestion. Certes, on verra que c'est aussi, comment dirais-je, un acquis, les problèmes de gestion, c'est-à-dire dans les villages, bon, on dit, hein, j'aime pas trop ce mot-là, quand on dit que les gens sont analphabètes, les gens ils parlent au moins leur langue maternelle, donc ils sont pas analphabètes malgré tout. Mais disons qu'ils sont analphabètes dans la langue officielle, on va dire, qui est le français, pour la Guinée. Donc, bon, la plupart, c'est vrai, sont agriculteurs ou donc n'ont pas forcément été à l'école, hein, et donc peuvent avoir des difficultés de compréhension, de gestion, et donc on a essayé de pallier ça par des formations. Mais bon, tout le monde n'est pas forcément... déjà, si on ne comprend pas le français, c'est sûr que ça pose problème. Donc, il y a pu y avoir des problèmes de compréhension. Alors maintenant, si on met un intellectuel, entre guillemets, quelqu'un qui comprend le français, évidemment, ça améliore la chose, mais ça crée d'autres problèmes. À savoir que s'il est le seul dans le village à comprendre le français, c'est lui qui va être responsable du projet. Et comme il est censé y avoir une alternance, on doit changer les gens quand même de temps en temps. S'il reste pendant 10 ans responsable du projet, ça en crée d'autres. Donc voilà les problèmes concrets qu'on a trouvés sur le terrain. Il y a aussi le problème des femmes. Hein, les femmes sont souvent écartées des projets. On considère que bon, c'est pas leur place, alors qu'au contraire, ce sont les plus dynamiques, à mon sens. Hein. Voilà, bon, ça c'est un jugement personnel. Donc voilà, bon, il y a eu des climats de suspicion. Hein. Il y a eu par exemple à Sigiri, mais pas seulement, à Bouliwell également, je ne rentre pas dans le détail. Quand de l'argent arrive, qu'il est normalement, comment dirais-je, affecté à un projet, mais que c'est le préfet qui gère, et puis que l'argent ne sort pas, bon, ça pose un problème pour les populations, et donc ça, on a rencontré ça également souvent. Et puis, bon, comme je le disais, l'alternance démocratique, bon, il y a des gens qui sont présidents d'associations. Une association, on peut changer les instances tous les 2 ou 3 ans. Il y en a, ça fait 30 ans qu'ils sont présidents d'associations. Bon, donc ça pose un problème. Mais bon, il n'y a pas que des difficultés, il y a néanmoins des acquis. Donc les acquis, c'est que notamment en Guinée, donc il y a eu une réforme sur la décentralisation au milieu des années 90, et donc il y a des institutions. Ça ne veut pas dire qu'elles fonctionnent, mais au moins, bon voilà, il y a d'autres pays en Afrique, hein, je ne vais pas les citer pour ne pas les stigmatiser, d'autres pays où c'est un peu l'anarchie, où il n'y a pas cette institutionnalisation, résultat, on ne sait pas qui fait quoi, qui doit être responsable, etc., etc. Là, au moins, les choses sont claires. Après, au niveau de la gestion, ça peut poser problème, mais au niveau de, comment dirais-je, l'institution, on sait, voilà, qui gère le projet, qui décide, qui organise les réunions, etc., etc. Les responsables locaux, malgré tout, j'ai dit tout à l'heure qu'il y avait des problèmes au niveau de la gestion, mais il y a des problèmes par rapport à ce qu'on attend aujourd'hui. Mais par rapport à ce qu'il y avait avant, il y a quand même eu une évolution. Encore une fois, quand les gens font des choses, même s'ils le font mal, au moins ils le font. Et il n'y a que comme ça qu'on peut progresser. Donc il faut accepter que les gens fassent des erreurs pour progresser, plutôt que de démontrer du doigt en disant « oui, c'est un voleur, c'est un ceci, c'est un cela ». Il faut discuter. De toute façon,
comme je le dis, hein, l'apprentissage, je suis enseignant donc je sais de quoi je parle, c'est la faute, l'erreur. La faute c'est plus, il y a un aspect moral. Bon, disons c'est l'erreur. Et il faut faire des erreurs pour progresser. Donc dans la gestion des choses, il faut faire des erreurs. De toute façon, les gens sont là. Il y a des, comment dirais-je, des réunions collectives. Chacun peut s'exprimer et il ne s'en prive pas. Et donc, il y a eu, dans ces projets donc, qui tenaient à cœur, parce que les villageois, là, ils sont partie prenante, des problèmes, hein, je ne vais pas les lister, mais on a repéré quand même des problèmes, des discussions qui allaient même jusqu'à des... comment dirais-je, jacquerie, c'est un peu excessif, puis c'est connoté, mais disons des rébellions, des mini-rébellions, pas contre l'État, hein, contre les responsables du projet. Et puis, bon, malgré tout, il y a de la transparence. Même si l'argent n'arrive pas, on sait quand même où est l'argent. Ça veut dire que les gens savent, comme on dit, on se connaît entre nous, donc étant donné qu'on met tout à plat, bah, les gens savent au moins que bon, voilà, l'argent qui devait aller à tel endroit, bah, il est passé dans les poches d'un tel. Donc ça veut dire qu'avec le temps, hein, là moi je vous parle de projets qui ont été initiés au début des années 90, qui existent toujours, il y en a qui ont 20 ans d'âge. Donc voilà. Alors, pour ne pas trop perdre de temps, ou être trop long, je vais parler des améliorations possibles. Ben, les améliorations possibles, c'est évidemment à partir des difficultés rencontrées et des acquis. Il faut, bon, les projets finalement, comme c'était une réaction aux aspects économiques trop prononcés, je dirais même aux aspects financiers trop prononcés, on en a parfois oublié qu'un projet, certains projets, pas tous, doivent être rentables. Quand je dis pas tous, bon, l'école, on ne demande pas forcément à ce qu'elle soit rentable, mais au moins qu'elle forme des gens. Bon, mais il y a des projets économiques, notamment dans l'agriculture, quand ça doit être rentable, ça veut dire qu'il ne faut pas perdre de vue cet aspect-là. Donc ça veut dire que bon, il a fallu revoir certains projets et ne pas considérer qu'ils n'étaient que soit économiques, soit social. Il faut les deux. Et en plus, bon, on dit toujours que l'économique précède le social. Là au moins, il y a des projets, il y a de l'argent. Donc on ne pouvait pas dire que ça manquait. Ensuite, il faut adapter. Hein. Donc je vous ai dit tout à l'heure que maintenant, de plus en plus d'Africains font partie des projets hein, internationaux. Donc c'est souvent des coopérants d'origine africaine. Bon, il n'y a pas assez de Guinéens, mais bon, au moins on rencontre des Sénégalais et autres. Donc ce qui veut dire qu'ils ont quand même une sensibilité plus africaine. Ça ne veut pas dire qu'ils doivent tout accepter, mais au moins ils comprennent les choses. Ce qui permet de discuter. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on appelle le benchmarking, c'est-à-dire le partage d'expérience. C'est vrai que si les projets, on est coincé à Yomu, et puis si à Sigiri, il y a un projet, mais il n'y a pas de contact entre les deux sur ce qui va, ce qui ne fonctionne pas, bah, ça veut dire qu'on est en milieu fermé et finalement, ça n'apporte pas grand-chose. Il n'y a que les intellectuels qui peuvent lire les études, hein, faire le bilan, mais les gens voilà, ne communiquent pas entre eux. Donc ça, c'est des choses qui sont possibles, parce que dites-vous bien, de toute façon, les problèmes des gens, quels qu'ils soient, sont les mêmes. Donc les solutions sont aussi les mêmes. Parfois, des solutions peuvent jaillir de la tête de quelqu'un et pas ailleurs, et donc ce serait dommage de ne pas en profiter. Et enfin, le dernier point, c'est qu'il faut néanmoins, ça on y vient, enfin disons de plus en plus récemment on y vient, réaliser des actions viables, c'est-à-dire des actions qui correspondent vraiment aux préoccupations des gens. Si les gens veulent ça, à la limite, les institutions internationales doivent se dire que finalement, quelle est leur finalité, elles? C'est de faire en sorte que les gens soient heureux, de résoudre des problèmes. Donc pourquoi imposer, parce qu'elles payent, des choses, parce que ça fait partie de leur philosophie, alors que finalement les gens veulent autre chose? Il n'y a pas contradiction, il y a peut-être moyen hein, de faire, c'est qu'une question de bonne volonté, pour que finalement on fasse en fonction des gens. Si les gens veulent un puits, eh bien voilà, on regarde si on a l'argent pour faire un puits, on fait toute une organisation pour voilà, comment on monte le projet, comment on le fait, comment il va fonctionner, etc. Et puis on fait un puits, si c'est ça que les gens veulent. D'accord? Donc voilà, en conclusion, je pourrais dire que y a quand même des poches de développement. Hein. Moi, j'ai parlé de 2-3 projets, encore une fois, qui existent aujourd'hui. Madame Kava, dont je parlais tout à l'heure, qui a initié, si vous lisez le site aminata.com, cette semaine, par exemple, c'est par hasard, hein, mais bon, j'ai vu qu'elle avait gagné un prix international, donc c'est elle qui est
responsable du projet PADER, là, en Haute-Guinée. Donc elle vient de gagner un prix international pour justement ses projets pour la cause des femmes. Et donc ça montre qu'on avance. Bon, de la même façon, le premier projet, il a pris du temps. Normalement, il aurait dû durer 12 ans, donc il devrait être terminé. Il y avait 3 phases de 4 ans. Mais aujourd'hui, j'allais dire 15 ans après, on en est à la phase 2, alors que la phase 3 devrait être terminée. Bon, ça veut dire aussi que malgré tout, il y a un besoin, il y a des choses qui marchent, même si voilà, on a été obligé de faire traîner les choses. Et l'AFD, donc en juillet, c'était il y a 3 mois, a donné 5 millions d'euros pour ce projet qui, malgré tout, avance, hein, tant bien que mal. Donc ça veut dire concrètement, en dehors des problèmes de l'État, qui sont politiques, donc d'une autre nature, eh bien au niveau local, il y a des choses qui se font. Alors, qui se font bien, qui se font mal, mais au moins qui se font. C'est à nous de prendre les choses en main, d'exiger, hein, à la mesure de nos moyens, parce qu'on dit toujours qui commande paye, mais d'essayer en tout cas de peser, au moins avec l'aide des autorités donc d'État cette fois, pour que ces financements aillent réellement, puisque après tout, quand on dit c'est pour telle région, bon, c'est un intitulé, ça ne signifie pas, on ne sait pas forcément ce qui va s'y faire. Donc là, comme on rentre dans le détail, hein, de A à Z, eh bien, il faut que les parties prenantes ils soient réellement impliquées. Alors voilà, il y a quand même lieu d'être optimiste, malgré tout, puisque j'en parlerai pas aujourd'hui, mais j'ai quand même fait des comparaisons avec d'autres pays. On n'est pas les meilleurs, mais on n'est pas les pires non plus, au niveau local. En tout cas, on a bien avancé, puisqu'on est quand même parmi les premiers à avoir mis des choses en place. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des choses qui ne fonctionnent pas, mais au moins elles existent. Donc elles sont susceptibles sur le temps long de s'améliorer. Et donc c'est tout ce qu'on souhaite. Voilà, je vous remercie. Merci. Alors le professeur d'économie, Haroun Gandhi Bari, qu'on applaudit encore bien fort pour évidemment nous avoir apporté des expériences sur le terrain et évidemment quelques problèmes mathématiques, évidemment que les Guinéens rencontrent sur le terrain, et également des projets et propositions que j'espère le rapporteur a noté, qui pourra peut-être permettre à affiner ce qui a été fait dans le passé. Donc voilà. Alors sans plus tarder, nous allons donner la parole à M. Gilles Morrison, donc ancien responsable du pôle Afrique subsaharienne, Maghreb et Proche-Orient et Institut bancaire financier international de la Banque de France. Voilà, à vous la parole, monsieur. Merci. Alors mon intervention sera sans doute plus polémique que celle de M. Bari, puisque je vais aborder un sujet qui est sensible, qui est celui de la coopération et du développement dans un cadre multilatéral, puisque c'est le cadre des organisations monétaires et financières internationales. Alors je reviendrai donc plus particulièrement sur le général de cette coopération et plus particulièrement sur le cas de la Guinée. Alors, qu'est-ce que soit en fait le niveau de développement d'un pays, ce qu'on constate, c'est que la coopération avec les autres pays est quelque chose d'indispensable. Et on voit bien que la création de zones économiques, de zones monétaires, que ce soit l'Union économique et monétaire européenne, ou que ce soit l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour n'en citer que 2, montre bien que les pays ont une nécessité de s'associer pour s'insérer dans des ensembles économiques, financiers, monétaires plus larges, de façon à développer d'une part leurs échanges et à renforcer la solidité de leur monnaie. Alors les pays les moins avancés, et la Guinée en fait partie, ont besoin évidemment encore plus que les autres de la coopération internationale pour accélérer le développement global, mais aussi bien sûr le développement local. On peut dire que la croissance et le développement qui lui est associé reposent sur les 3 I. D'une part, les institutions, d'autre part, les infrastructures, et enfin, l'investissement privé, qu'il soit celui des résidents ou qu'il soit celui des non-résidents. Alors, le renforcement des institutions, la construction d'infrastructures ou l'incitation à l'investissement privé peuvent être réalisés plus rapidement s'ils trouvent un appui
extérieures et notamment un appui auprès des institutions monétaires et financières internationales, puisque ces dernières peuvent apporter non seulement les financements qui sont nécessaires à ces actions, mais elles peuvent fournir également une assistance technique, l'assistance technique qui est requise pour ces projets. Alors l'action des institutions monétaires et financières internationales s'est fortement développée, comme le rappelait mon collègue tout à l'heure, puisque à partir des années 80, on a mis en place des programmes d'ajustement structurel. Alors leur action a été fortement critiquée par divers courants de pensée, mais on peut considérer que les critiques qui leur ont été adressées ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé. Alors depuis son accession à l'indépendance, la Guinée coopère avec les institutions monétaires et financières internationales, mais on peut considérer que cette coopération est chaotique. La Guinée se livre en effet, pratiquement depuis l'origine de ses relations avec ces institutions, à une partie de cache-cache. La classe politique guinéenne demeure encore maintenant assez largement marquée par la rhétorique de Sékou Touré qui fait de l'extérieur une gêne, voire une menace. Alors, revenons quelques instants sur la coopération des pays membres avec les institutions monétaires et financières internationales qui sert d'appui au développement. Alors, les institutions monétaires et financières internationales recouvrent bien sûr les institutions multilatérales qui sont nées des accords de Bretton Woods signés le 20 juillet 1944, et évidemment, vous connaissez tous le Fonds monétaire international et la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, que l'on connaît plus familièrement sous le nom de Banque mondiale. Et puis également l'ensemble des autres institutions multilatérales comme les BAD, la Banque asiatique de développement, la Banque africaine de développement, ou les BID, pourrait-on dire d'ailleurs, la Banque islamique de développement, la Banque interaméricaine de développement, pour n'en citer que quelques-unes. Alors, le Fonds monétaire, évidemment, joue un rôle central dans l'ensemble de ces actions, et puisqu'il a pour mission fondamentale, c'est ce qui relève de l'article 1 de ses statuts, tout d'abord de promouvoir la coopération internationale en matière monétaire, deuxièmement de favoriser un accroissement harmonieux du commerce international, non seulement pour maintenir des niveaux élevés d'emploi, mais également des niveaux de revenus réels importants, de promouvoir la stabilité des changes ainsi que des régimes de change ordonnés qui évitent des dépréciations monétaires concurrentielles. Son objectif également, c'est d'éliminer les restrictions de change et d'établir ce que l'on appelle un système multilatéral des règlements des transactions courantes entre les États. Et ensuite, de mettre temporairement des ressources à la disposition des États membres pour corriger les déséquilibres de leur balance globale des paiements, moyennant des garanties adéquates. Et c'est dans ce cadre-là, bien sûr, que l'action des institutions monétaires et financières internationales va nous intéresser. De réduire également l'ampleur et la durée des déséquilibres extérieurs. Donc là, le Fonds monétaire international, qui est une sorte de banque centrale, a des missions à la fois monétaires et financières, tandis que la Banque mondiale, ou la BIRD, a pour mission de contribuer au financement des projets d'investissement dans les pays membres, sans toutefois se substituer au financement d'origine privée. Alors la Banque mondiale, comme d'ailleurs l'ensemble des agences de coopération, doit s'assurer non seulement de la rentabilité des projets financiers, mais également de leur opportunité, et surtout elle doit veiller à ce que les emprunteurs aient la capacité à rembourser les prêts qui sont accordés. Et surtout, elle doit veiller à ce que les investissements qui sont réalisés dans le cadre de ces projets contribuent efficacement au développement des pays et que ces projets requièrent, bien entendu, des devises. Alors, au plan macroéconomique, la coopération avec le Fonds monétaire aide les pays, à travers les programmes d'ajustement structurel notamment, à rétablir l'équilibre des comptes des secteurs économiques, à assurer le financement de ces secteurs économiques et surtout à garantir une croissance saine et durable du point de vue des paiements extérieurs, qui est un gage de développement.
Les programmes d'ajustement structurel sont élaborés et mis en œuvre par les pays et ils sont soutenus financièrement par le Fonds monétaire international et par l'ensemble des partenaires multilatéraux et bilatéraux comme l'AFD par exemple. Alors pour qu'un accord soit signé évidemment ou que des accords soient signés avec les différentes institutions monétaires et financières internationales, il faut bien sûr qu'il y ait une identité de vue entre les pays d'une part et le Fonds monétaire international d'autre part sur l'ensemble des mesures à la fois structurelles et conjoncturelles qui sont à prendre pour résorber ces déséquilibres. On a qualifié, c'est un économiste américain, Williamson, qui a qualifié de consensus de Washington, dont vous avez sans doute entendu parler, le contenu de ces réformes structurelles à mettre en œuvre dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. Donc, une stricte discipline budgétaire, un redéploiement des dépenses publiques vers la santé, l'éducation et les infrastructures, une réforme fiscale pour améliorer les recettes fiscales, une libéralisation du secteur bancaire et financier, une libéralisation du commerce extérieur et des investissements directs étrangers, un taux de change unique et réaliste, une garantie du droit de propriété, une déréglementation des marchés des biens et des services, une privatisation des entreprises. Donc vous voyez que les fondements théoriques de ces programmes d'ajustement structurel sont très anciens, puisqu'ils ont été élaborés par les économistes du Fonds monétaire dans les années 1950-1960, et ils ont subi très peu finalement de transformations depuis leur origine, seulement des adaptations à l'évolution du contexte. Et ils reposent sur trois grandes approches qui perdurent à travers les siècles. L'approche par l'absorption interne de la balance des paiements, l'approche fiscale et l'approche monétaire. Alors il repose également, comme le soulignait mon collègue tout à l'heure, sur une vision libérale du fonctionnement de l'économie qui va privilégier bien sûr le libre jeu des marchés pour déterminer aussi bien le prix des biens et services que les salaires, les taux d'intérêt et le taux de change, qui dévolue la production au secteur privé, ce qui explique évidemment le retrait de l'État du secteur productif, qui limite le rôle de l'État à ses grandes fonctions, et qui va donner également à la monnaie un rôle clé, non seulement dans l'origine des déséquilibres que traversent les pays, mais également dans leur résorption. Et je crois qu'il faut bien avoir présent à l'idée qu'aucun pays ne peut durablement dépenser plus que son revenu, sauf à ce que les non-résidents financent de façon permanente ce déséquilibre, ou que le pays lui-même puise dans ses réserves de change pour assurer l'équilibre. Donc il ne peut y avoir de déséquilibre économique s'il n'y a pas de financement, notamment monétaire, pour permettre ces déséquilibres. Au plan microéconomique, la coopération avec les institutions monétaires et financières internationales comporte deux volets, un volet d'assistance technique dans les divers domaines économiques et financiers, mais également elle comporte une offre de services de conseil et de formation. Alors, par exemple, le Fonds monétaire international a une assistance technique et des programmes de formation qui portent sur la politique fiscale et budgétaire, sur la politique monétaire, sur la supervision bancaire, sur les statistiques et l'analyse économique, et sur les autres domaines de la gestion publique. Alors, au plan microéconomique, la coopération avec les institutions monétaires et financières internationales permet également le financement de projets, qu'ils soient agricoles, qu'ils soient miniers, qu'ils soient industriels, qu'ils soient financiers, ou qu'ils concernent les infrastructures, la santé et l'éducation. Alors cette mission, évidemment, est beaucoup plus confiée aux organismes financiers multilatéraux que nous avons évoqués tout à l'heure. Mais en dépit de tout cela, la signature d'un accord avec le Fonds conditionne néanmoins l'intervention de l'ensemble des bailleurs multilatéraux et bilatéraux dans la mesure où un pays est sous programme avec le Fonds. Alors, au cours des années 2000, le Fonds monétaire a procédé à quelques aménagements de son action. Il a procédé à une révision des quotas des pays membres, qui sont actuellement au nombre de 188. Il a révisé et élargi la gamme de ses financements. Il a élargi et renforcé ses champs d'action. Et il a développé des structures régionales d'assistance technique et de formation, comme Afritac, par exemple, en Afrique.
Alors les facilités d'ajustement structurel, les facilités d'ajustement structurel renforcées qui avaient lieu dans le cadre des programmes d'ajustement structurel ou des programmes d'ajustement structurel renforcés ont finalement été remplacées par des facilités élargies de crédit. Alors en fait, on a changé le vocabulaire, mais sur le fond, on n'a rien changé du tout. Le mécanisme de financement qui intervient dans le cadre d'un programme de soutien à moyen terme est toujours matérialisé par la signature d'un accord avec le fonds, que l'on n'appelle plus maintenant un programme d'ajustement structurel, mais un accord triennal de prêt. Mais en fait, l'ajustement structurel est bien toujours au cœur de ces programmes signés avec les pays. Alors on va s'intéresser à la coopération de la Guinée avec ses institutions monétaires et financières internationales, que j'ai intitulé « Une partie de cache-cache ». Alors, la décision de la Guinée d'adhérer au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale est matérialisée par une lettre du président Sékou Touré au directeur général du Fonds monétaire le 1er mars 1962, soit 2 ans après la création de la monnaie guinéenne, le 1er mars 1960. Alors, l'adhésion de la Guinée à ces organismes ne sera en fait effective qu'une année plus tard, le 28 septembre 1963, la Guinée ayant longtemps discuté avec le fonds, tergiversé sur le montant de la quote-part qu'elle devait avoir au Fonds monétaire. Alors le président Sékou Touré, à l'époque, n'a jamais été évidemment totalement convaincu de la nécessité d'intégrer ces institutions, puisque la doctrine économique de ces institutions était en fait aux antipodes de la sienne. Alors c'est la raison pour laquelle les désaccords avec le Fonds sur la politique économique à mener vont se poursuivre tout au long de la Première République. À plusieurs reprises, la Guinée a fait appel aux ressources du Fonds, mais à chaque fois, elle a tardé à mettre en place les recommandations du Fonds et elle n'a pas donc pu obtenir la totalité des financements qui étaient demandés. Au début des années 80, les discussions vont reprendre avec le Fonds monétaire international en vue de financer un programme d'ajustement global de l'économie. Et la Guinée présente alors d'ailleurs des traits qu'elle va conserver malheureusement assez longtemps ensuite, un déficit important de sa balance globale des paiements, des réserves de change négatives, un déficit budgétaire élevé et des arriérés de paiement internes et externes. Et enfin, un taux de change inadapté qui se traduit à l'époque par un écart très important entre le cours du CILI contre dollar sur le marché officiel et sur le marché parallèle. Alors l'ensemble des mesures qui sont préconisées par le Fonds pour résoudre la situation vont se heurter bien sûr à l'intransigeance idéologique du président Sékou Touré, puisque pour lui toute dévaluation du CILI remet en cause la liberté des Guinéens à choisir leur orientation économique et empiète sur la souveraineté du pays. Sa disparition donc en mars 1984 va marquer la fin de la Première République et la prise du pouvoir par le CNRN va permettre la naissance de la Seconde République et la reprise des discussions avec le Fonds. Et c'est le discours-programme du président Lansana Conté, le 22 décembre 1985, qui va marquer la véritable rupture avec le dirigisme étatique de l'économie et le choix libéral de développement. Donc ça va se traduire par un certain nombre de mesures difficiles, comme le remplacement du CILI par le franc guinéen, la dévaluation de 92% de la monnaie par rapport au dollar, la fermeture des banques illiquides et insolvables et le remplacement par des banques privées, la restructuration de la Banque centrale avec l'appui notamment de la BCEAO de la Banque de France, la réorganisation des ministères avec notamment l'appui du ministère français des Affaires étrangères, la fermeture des entreprises publiques et leur privatisation. Mais en fait, durant toute la Seconde République, la Deuxième République, les programmes d'ajustement vont se succéder et leur mise en œuvre va quand même, dans un premier temps, donner des résultats positifs. Mais le problème, c'est que la Guinée ne respecte jamais totalement la totalité des engagements qu'elle a signés sur les 3 ans que durent généralement les programmes d'ajustement structurel. Donc elle voit à chaque fois les décaissements s'interrompre et les discussions reprendre pour élaborer un nouveau programme d'ajustement structurel. Alors durant plusieurs années, même à la fin notamment
du régime de Lansana Conté. Les financements sont même d'ailleurs totalement interrompus, faute d'un accord avec le Fonds monétaire. C'est la disparition du président Lansana Conté qui permet effectivement l'avènement d'une troisième république, malheureusement après une période de transition assurée par une junte militaire qui va laisser le pays dans une situation monétaire et financière très dégradée. Alors le président actuel a repris la coopération avec les institutions monétaires et financières internationales et a obtenu la mise en place de programmes de financement dans le cadre donc, de cet appui triennal à la restructuration de l'économie. Et puis il a également obtenu l'annulation d'une partie de la dette extérieure de la Guinée dans le cadre de l'initiative PPTE. Alors l'avenir nous dira, bien sûr, maintenant, si les bonnes dispositions actuelles de la Guinée vis-à-vis des institutions monétaires et financières internationales va se poursuivre à l'avenir. Alors la sous-performance de l'économie guinéenne dans presque tous les domaines et son mal développement ne s'explique pas en fait par l'échec des programmes d'ajustement structurel, mais par une mauvaise gouvernance récurrente des régimes successifs. Alors de nombreuses critiques ont été adressées au programme d'ajustement structurel par des économistes de divers horizons, aussi bien keynésiens comme Stiglitz ou comme des économistes libéraux, voire des altermondialistes. Le Fonds monétaire a lui-même reconnu que certaines mesures qu'il avait préconisées, notamment dans le cadre de la crise asiatique ou de la crise argentine, ne s'étaient pas toutes avérées judicieuses. Mais malheureusement, la Guinée ne peut pas arguer des limites des programmes d'ajustement structurel ou des imperfections de ces programmes pour expliquer la faiblesse de ses infrastructures, son incapacité à produire de l'énergie, son manque d'eau potable, sa propension à signer des contrats publics léonins, le niveau de corruption de son appareil d'État et le mauvais fonctionnement général de ses administrations et de ses services publics. Tout cela n'est finalement que le résultat d'une application partielle des programmes d'ajustement structurel depuis leur mise en œuvre. Donc on peut dire que les gouvernements guinéens ou les gouvernements guinéens successifs ont joué à cache-cache avec les institutions financières internationales. L'important, c'est de recevoir des financements des partenaires financiers, même si ces financements ne sont pas continus. Il faut obtenir un accord avec le fonds, et il faut donc accepter les recommandations faites par cette institution, quitte à ne pas honorer ses engagements la deuxième, voire la troisième année des programmes mis en œuvre. L'important étant de maintenir en permanence un dialogue avec ces institutions. Alors, cette politique de stop and go, comme on pourrait la qualifier, ne pouvait pas, effectivement, donner des résultats à long terme. Et comment croire, en fait, à la sincérité des engagements de la Guinée, lorsque, par exemple, je ne prends que deux exemples parmi beaucoup d'autres, la Banque centrale et le ministère des Finances, à une époque, vont falsifier les statistiques monétaires et budgétaires pour ne pas faire apparaître l'ampleur des déficits et de leur financement monétaire. Ou lorsque la Banque centrale, pour prendre cet exemple, va recruter des agents sur la base de concours transparents et parallèlement va recruter d'autres agents sur une base totalement non transparente. Donc on pourrait dire que les relations de la Guinée avec les institutions monétaires et financières internationales s'apparentent à un jeu de dupes, les responsables guinéens faisant semblant de devenir rigoureux et les partenaires financiers faisant semblant de croire qu'en signant ces accords, la Guinée va honorer ses engagements sur le long terme. Donc la mise en œuvre d'un programme d'ajustement structurel est incontournable lorsque les déséquilibres économiques et financiers sont importants, ce qui est bien sûr le cas de la Guinée. Alors cet ajustement, il peut être conduit par le pays lui-même, il y a plusieurs exemples en Asie, de pays qui conduisent eux-mêmes leur ajustement, mais il peut être conduit aussi avec l'appui des institutions financières et monétaires internationales qui facilitent la correction des déséquilibres grâce au financement que permet leur assistance et l'assistance technique qui l'accompagne. Donc cet ajustement est bien la condition nécessaire pour restaurer une croissance saine qui est le socle d'un développement durable. Alors la Guinée malheureusement n'est pas jusqu'à présent complètement dans cette logique.
Aussi, on peut espérer que la classe politique guinéenne abandonne la rhétorique de Sékou Touré, qui fait toujours de l'extérieur un empêcheur de tourner en rond, voire une menace. Alors lorsque René Dumont prophétisait dès 1961 que les causes du retard du continent africain ne seraient imputables qu'à l'homme, peut-être avait-il en tête ce qui se déroulait déjà à l'époque en Guinée. Puissent donc les nouvelles générations nous prouver le contraire. Alors je voudrais vous signaler un ouvrage intéressant qui est sorti très récemment, 50 ans d'indépendance monétaire, 1960-2010, de M. Diallo et Condiano, donc sous la supervision de la Banque centrale de la Guinée, et qui fait donc un panorama à la fois économique, monétaire et financier de toute la période depuis l'indépendance monétaire. Autre livre, 40 ans de gestion socialiste et libérale de la monnaie en Guinée, bon, c'est un ouvrage qui est paru évidemment un peu avant. Monnaie, change et inflation en Guinée, de Manga Fodé Touré, qui est actuellement directeur général de la BCI. Et un livre un peu ancien, mais qui a toujours un intérêt, L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel par M. Etonga Mengele, qui est camerounais. Et puis, je vous recommande bien sûr aussi d'aller sur le site internet du Fonds monétaire international, où vous pouvez trouver plein d'informations, et beaucoup d'informations, sur la Guinée notamment, et sur ses relations avec le Fonds et la Banque mondiale. Je vous remercie de votre attention. Donc, Monsieur Barry. Oui, d'autant que je vais être assez rapide, donc ça laissera le temps. Hein. Moi, quand je suis spectateur, je suis toujours frustré, parce que justement, j'aimerais bien que les spectateurs participent. Donc pour ça, il faut qu'il y ait plein de questions et que les conférenciers soient rapides. Donc je vais essayer d'appliquer ça quand je suis de ce côté-là. Alors, pour ce qui est de, comment dirais-je, tenir compte de l'environnement culturel, c'est ce que j'avais dit, justement dans les améliorations possibles, hein, puisque effectivement, on a des institutions internationales, on va dire pour simplifier, qui sont gérées et dirigées par les Occidentaux, pour faire simple, et donc forcément avec des choses bien carrées, et quand elles arrivent sur place, il y a des comptes à rendre. Donc les comptes, ils se font par rapport à ce qui a été écrit. Or, si sur place, il faut dévier, il y a des gens qui sont souples, puis il y a des gens qui sont hermétiques en disant maintenant, moi j'ai ça, ma carrière personnelle dépend de ce que je vais faire, donc je ne peux pas faire n'importe quoi, etc., etc. Donc c'est pour ça que je disais que ça doit faire partie, et ça c'est à nous Guinéens de faire en sorte que voilà, le FMI il vient, on élabore avec lui un projet, et plus on sera informé des choses, hein, parce que je réponds aussi à la question d'après, c'est que plus les Guinéens seront informés, font un suivi des projets, et plus après on pourra rentrer dans le détail et avoir des exigences. Mais actuellement les projets c'est, voilà, on fait venir de l'argent, il y a de l'argent qui passe un peu à droite à gauche, et après c'est fini. Les dirigeants d'État, ça les intéresse plus, parce qu'il n'y a rien à gagner. Or, justement, on parlait tout à l'heure de Plan Guinée. Si Plan Guinée est un bon projet, eh bien, il faudrait que les Guinéens s'en imprègnent, éventuellement mettre sur papier pourquoi ça marche, ce qui est bien, et puis, à la limite, dupliquer dans d'autres secteurs, dans d'autres domaines, la manière dont celui-là fonctionne. Si c'est ça qui plaît aux Guinéens, le problème, c'est on fait quoi, hein? Et enfin, qu'est-ce qui a été mis en place pour améliorer les projets? Ben là encore, il faut partir du principe que aide-toi et le ciel t'aidera. Ça veut dire que, bien sûr, tout ce qui vient de l'extérieur, c'est un plus, ça peut aider, mais ça ne reste qu'un moyen. Ce sont les Guinéens qui doivent décider. Et bon, il est vrai, hein, moi je suis très tolérant vis-à-vis, je dirais, des Guinéens qui ont été formatés. J'ai pas de, comment dirais-je, de jugement moral en disant bien ou mal, peu importe, ont été formatés. Ça veut dire qu'ils ont une manière de penser qui fait que, voilà, à Poly, moi j'ai enseigné 6 mois à Poly, hein, pour le fun, et ce qui m'avait marqué, c'est que les Guinéens, évidemment, je le savais, mais en tout cas je le répète, ils sont intelligents, comme beaucoup. Mais ce qui leur manque, c'est la méthode, parfois. Mais il suffit simplement de faire une petite amélioration, et après, voilà.
Et donc ça veut dire que parfois on n'amène pas, je dirais, les bonnes méthodes. Alors je ne vais pas rentrer dans la paranoïa en disant volontairement pour éviter que les pays se développent ou pas. Hein, ça c'est un autre sujet, un autre débat. Mais disons qu'il est clair que nous, on doit, par exemple nous qui sommes ici, on a une chance relative, on apprend des choses, à nous de faire profiter le pays de ce qu'on connaît. On ne connaît pas tout certes, mais peut-être qu'on connaît des choses, comme ceux qui sont là-bas évidemment connaissent aussi. Et donc c'est à nous à faire en sorte que si des choses marchent, eh bien il faut exiger, parce qu'on n'est pas obligé d'accepter de l'argent, après tout. Donc si on accepte de l'argent, il faut en accepter les contraintes. Donc où ce sont les institutions qui font, parce que de toute façon tout le monde sera gagnant-gagnant, y compris les institutions. Si elles financent des choses qui marchent bien, elles-mêmes, elles pourront en tirer profit. Parce que le FMI aussi doit gagner de l'argent. Paradoxalement, c'est une banque. On oublie de le rappeler. Voilà ce que je voulais dire. Mais vous avez parlé de formation des gens analphabètes. Justement, moi, je voudrais vraiment savoir qu'est-ce qui a été vraiment mis en place pour améliorer ces difficultés. Est-ce que c'est les formations des analphabètes dans les villages pour parler le français ou voilà. Ma question était... Malheureusement, les initiatives sont locales. Hein. Ce que je disais qu'il faudrait améliorer, c'est justement le partage des expériences. Madame Kaba, par exemple, fait un travail remarquable, mais à son niveau. Elle n'a peut-être pas les moyens d'expliquer pourquoi ça marche chez elle et comment on pourrait le faire en Basse-Guinée, en Haute-Guinée ou en forêt. Si c'était le cas, ce serait possible, mais bon... Donc là, pour l'instant, elle a un projet qui fonctionne, elle fait ce qu'elle a à faire, ce qui est déjà pas mal. Bon, après, il faut aussi des aides, des soutiens pour justement dupliquer. Là encore, malheureusement, on ne fait pas de droit, disons, de sciences comparées, toutes les sciences juridiques, économiques et sociales. Ça veut dire que ce qui marche bien dans un pays à côté, voire dans une région à côté, malheureusement, parfois, il n'y a que ceux qui y sont qui le savent. Ça, c'est dommage, c'est une perte. L'éducation, pour moi, c'est la plus grande richesse. Et l'éducation, parfois, ça ne coûte pas d'argent. Mais ça coûte de l'huile de coude. Ça veut dire qu'il faut se retrousser les manches et il faut travailler. Voilà, donc ça, il faut remettre à l'honneur le travail, y compris le travail bénévole. Je sais qu'on ne vit pas pour rien. Mais bon, les gens comme nous, peut-être, je ne connais pas évidemment la situation personnelle de tout le monde, mais les gens qui ont, disons, qui arrivent à se prendre en charge, doivent faire un effort sur eux-mêmes pour faire un travail pour la collectivité, qui soit utile, même si ça ne l'est pas pour eux, pour l'instant. Ça peut l'être pour d'autres. Moi j'écris mal peut-être, mais je sais que bon, certains peuvent s'en inspirer. Donc voilà, chacun peut en faire autant. C'est pas grand-chose, mais voilà, ça peut aider. Donc pour répondre concrètement à la question, pour l'instant c'est des initiatives locales. Donc elles sont bien, elles sont à féliciter, mais maintenant il faudrait qu'au niveau étatique, si ça ne se fait pas au niveau de l'État, il faut que des associations prennent les choses en main, se disent voilà, telle chose, ça marche en Guinée, puisque ça marche, eh bien il faut essayer d'en faire autant ailleurs, en Guinée. Voilà, c'est une solution parmi d'autres, bien sûr. Il n'y a jamais qu'une seule solution, mais voilà une solution possible. Et ça ne dépend que de nous. Mademoiselle Dami, vous êtes satisfaite? D'accord, très bien. Alors, je vais passer la parole à M. Morrison, qui va répondre aux questions de M. Keita. Et peut-être aussi un petit mot sur la question de Mademoiselle Diallo sur le plan financier également, et puis sur aussi cette question de feuille de route qui n'aurait pas été proposée, enfin, en tout cas la question que posait monsieur. Voilà, je vous laisse la parole. Merci. Alors effectivement, l'analphabétisme en français est quand même le résultat de la faillite du système éducatif guinéen, faillite de l'État dans tous les domaines de l'éducation, y compris au niveau universitaire, puisqu'on voit se développer de plus en plus des universités privées, ce qui d'ailleurs est tout à fait une bonne chose, mais en fait les universités privées quand même supplantent de plus en plus, notamment dans tous les domaines des sciences humaines, les universités publiques. J'ai enseigné moi-même à Polytechnique Conakry, et à l'époque, bon, l'université était en renaissance, mais depuis, qu'est-elle devenue? Bon, le niveau des étudiants était très bon, ils étaient très actifs, et effectivement, ces générations que j'ai connues en 1990, elles sont maintenant
dans la vie active, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public. Bon, mais ont-ils tous tiré les fruits des enseignements qui ont été donnés? Donc là, il y a quand même une faillite de l'État guinéen en matière d'éducation de base et plus largement d'éducation. Est-ce que la Guinée n'est pas assez riche pour financer son secteur éducatif? J'en doute. Alors, ce qui vient de l'extérieur est tout à fait... je partage cet avis, effectivement, ce n'est qu'un appui. L'extérieur peut vous aider à aller plus vite dans un domaine, il peut renforcer le niveau de votre épargne, aller au-delà de ce que le pays peut dégager comme épargne, mais l'extérieur ne peut pas faire à votre place ce que vous ne voulez pas faire vous-même. Donc vous ne remplacerez pas, c'est pas l'investissement direct étranger qui va se substituer à l'investissement direct des résidents. Si les résidents n'investissent pas, les non-résidents non plus. Et ceux qui vont investir, ce sont les gens qui vont venir là, parce que lorsqu'on cherche des matières premières, les matières premières, elles sont géographiquement à un endroit donné. Donc on va les chercher là où elles sont. Mais on ne va pas se préoccuper de savoir si la Guinée est démocratique, pas démocratique, si on respecte les droits de l'homme, si on ne les respecte pas. Donc on va dans un endroit où se trouvent les matières premières. Maintenant pour les autres investissements, bien sûr on va trouver des investissements dans les communications, dans un certain nombre de secteurs, dans la banque, mais ça va rester finalement assez marginal et l'impact en termes d'emploi va être relativement faible. Donc il faut que l'investissement privé des Guinéens eux-mêmes se développe. Or, pour que l'investissement privé se développe, il faut qu'on ait des institutions crédibles et efficaces. Il faut un État efficace, un État au service du développement du secteur privé, et non pas, comme c'est le cas encore trop malheureusement en Guinée, un État prédateur. Il faut des institutions, c'est le point clé, et il faut également des infrastructures. Si vous n'avez pas d'infrastructure, comment voulez-vous faire communiquer les marchés ? Les infrastructures routières ont certes été un peu développées, mais généralement, l'argent qu'on met dans ces infrastructures ne correspond pas à l'argent qui était initialement mis dans ces infrastructures. Une grande partie a été détournée et par conséquent, la route, au lieu de tenir 10 ans, elle tient 3 ans. Donc on a développé effectivement un peu le secteur routier. Le port de Conakry a été un peu développé, mais enfin ce n'est pas extraordinaire. Quant au transport ferroviaire, il est inexistant, ou quasi inexistant. Donc on n'a fait aucun effort dans le domaine des infrastructures, et en 25 ans ou en 30 ans depuis la mise en œuvre du programme d'ajustement structurel, on n'a pas construit 1 kilomètre de voies de chemin de fer. Bon, donc c'est quand même symptomatique. Si on les avait fait à force d'hommes, comme en Chine, on aurait au moins 25 ans plus tard une ligne de chemin de fer. On n'a rien fait dans ces domaines. Donc sans infrastructure et sans institutions crédibles et efficaces, comment voulez-vous favoriser l'investissement direct des résidents, l'investissement direct des non-résidents? Alors là, la coopération décentralisée, privée ou publique est une très bonne chose. On va développer telle région, tel endroit, tel village, etc. Mais bon, ça c'est pas avec ça qu'on va développer un pays. C'est pas avec la microfinance qu'on va développer les pays. Ce sont des appoints, ce sont des choses utiles, nécessaires, importantes, mais il faut que l'impulsion soit macroéconomique avant aussi d'être microéconomique. Les programmes d'ajustement structurel n'ont pas sacrifié forcément l'éducation, la santé ou d'autres aspects sociaux. Souvent, évidemment, les programmes d'ajustement structurel ont été mis en œuvre par des régimes militaires, donc évidemment, ils ont rarement sacrifié les dépenses militaires. Mais le Fonds monétaire international n'a jamais dit que lorsqu'il fallait équilibrer les budgets publics, qu'il fallait sacrifier les dépenses sociales, l'éducation, etc. Il faut équilibrer le budget au pays, de trouver les moyens d'équilibrer ses budgets et sans sacrifier effectivement ce qui est très important pour l'avenir. Alors je suis d'accord avec vous, depuis 1944 on se dit mais alors qu'est-ce qu'on a fait? Alors évidemment il faut que les pays qui nous concernent, notamment la Guinée, ne sont indépendants que depuis les années 60. Donc ce n'est que depuis les années 60 qu'on peut juger effectivement de l'efficacité de l'assistance technique, de l'aide qui a été apportée à ces pays. Alors il faut bien reconnaître que l'aide publique au développement, qu'elle soit sous forme centralisée ou décentralisée, n'est quand même pas une brillante réussite. Alors, comme toujours, les torts sont partagés. Les pays donateurs n'ont peut-être pas été suffisamment attentifs à l'argent
à l'utilisation qu'on a fait de l'argent qui a été prêté, mais les pays récepteurs ont fait n'importe quoi avec l'argent qui a été donné. Il a été gaspillé, détourné. Combien de projets financés par la Banque mondiale, financés par l'Agence française de développement, financés par n'importe quelle agence de développement, se traduit dans un premier temps par l'achat de 4x4 que j'ai qualifié de Pajero ajustement structurel. C'est la première chose que l'on fait, on va s'acheter des voitures, des trucs et des machins. Bon. Donc il y a eu des gaspillages énormes dans l'utilisation des fonds publics. Et puis il y a surtout une mauvaise volonté des pays récepteurs à véritablement mettre en œuvre, appliquer concrètement jusqu'au bout les mesures préconisées ou qu'ils ont eux-mêmes signées dans le cadre des programmes d'ajustement structurel. La voie libérale du développement peut être critiquée, mais enfin on constate que les pays asiatiques, et notamment la Chine, se développent sur la base du Free Oriented Market Economy, et que l'Afrique, de ce point de vue-là, évidemment, est encore un peu en retard. Alors les initiatives PPTE, bon, c'est très bien, puisque l'objectif, c'est de diminuer l'endettement du pays, l'endettement extérieur du pays, essentiellement vis-à-vis des donateurs concessionnels dans le cadre du fonds, etc. Mais c'est très bien, ça allège la dette. Mais enfin, la dette guinéenne a été allégée plusieurs fois dans le cadre du Club de Paris, parfois du Club de Londres, mais surtout du Club de Paris. Dernière initiative PPTE, on passe son temps à annuler, repousser, ajuster, diminuer, annuler la dette, mais on est toujours devant le même problème. Et pendant qu'on annule la dette d'un côté, c'est-à-dire la dette dans le cadre de l'initiative PPTE, on s'aperçoit que les pays se rechargent d'une dette avec la Chine, le Brésil et d'autres pays. Donc c'est une sorte de processus sans fin. D'autre part, l'initiative PPTE, elle s'inscrit dans un cadre d'ajustement structurel. Or, on peut quand même s'étonner que, notamment pour la Guinée, mais pas seulement, hein, c'est d'autres pays aussi, on se demande si la Guinée a mis en place des programmes d'ajustement structurel ou de désajustement structurel, puisqu'on est toujours, quand on lit l'accord triennal qui vient d'être signé récemment avec le Fonds monétaire, quand on lit le contenu, c'est le même contenu que celui qu'on lisait en 1986 ou en 1995 ou les années suivantes. Donc je me dis, mais arrivera-t-on un jour à ajuster l'économie? C'est donc que du côté guinéen, il y a bien une non-volonté d'arriver véritablement à quelque chose. Je crois que quand on ne veut arriver à rien, évidemment, on y arrive. Alors, les flux, le syndrome de la Guinée, oui, le syndrome d'enfermement. Alors, c'est vrai que c'est quand même un héritage de l'ère sécouturienne, puisque, en fait, il y a toujours cette idée que l'extérieur est une menace. Alors, c'était peut-être une menace réelle au départ, puisque le régime de Sékou Touré pouvait être combattu par l'extérieur. Enfin, de menaces réelles, c'est devenu une menace surtout virtuelle, et le moyen d'éliminer les opposants ou les intellectuels. Quand même un grand nombre de Guinéens ont quitté la Guinée à cette époque pour s'installer au Sénégal, en Côte d'Ivoire, en France, aux États-Unis. Et ce qu'on constate, c'est que les Guinéens qui sont à l'extérieur ont réussi, mais que ceux qui sont restés à l'intérieur ont raté. Donc c'est que l'environnement, c'est pas qu'ils étaient plus intelligents ou moins intelligents à l'intérieur ou à l'extérieur, c'est que tout simplement l'environnement n'était pas propice au développement économique. Alors je souscris tout à fait aussi à l'idée que quand on parle d'analphabétisme, c'est peut-être en français. Alors c'est vrai que certaines langues comme le soussou ou le malinké s'écrivaient en arabe, mais le soussou aussi s'écrit avec des langues des lettres de notre alphabet. Donc c'est effectivement vrai, mais le problème c'est que la langue des institutions internationales ou des gens avec qui vous allez coopérer, ça sera soit le français, soit l'anglais. Et que donc il faut être alphabète dans ces langues. Alors effectivement, le partenariat évidemment avec la France est plutôt tourné vers les pays francophones, ce qui est assez logique. Notre président actuel a dit qu'il allait réorienter les fonds destinés à la coopération en direction essentiellement des pays francophones ou des pays méditerranéens. Bon, alors ça s'inscrit évidemment dans une évolution géostratégique, mais c'est vrai qu'il y avait eu un peu une dispersion de l'aide française lors du gouvernement
précédent, puisqu'on avait surtout mis l'accent sur les émergents et sur les pays, effectivement, comme l'Inde, la Chine, des pays soi-disant plus prometteurs. Donc il est intéressant de voir qu'on réoriente vers l'Afrique. Encore faut-il ne pas répéter, effectivement, ce que l'on a fait antérieurement, car comme je disais tout à l'heure, l'aide publique à l'Afrique est quand même pas une grande réussite. Et ce qui est important, c'est d'aider les institutions à ce que les institutions deviennent de véritables institutions et que les infrastructures se développent pour que le reste puisse se développer. Quand on regarde le Sénégal, finalement, le Senghor avait mis l'accent sur l'éducation et puis sur les institutions. Le président Houphouët-Boigny, lui, avait mis l'accent sur l'éducation et sur les infrastructures. Mais il faut aussi, finalement, les deux réunis seraient mieux. Alors, c'était, comme le disait Sékou Touré à l'époque, des valets de l'impérialisme, mais enfin, ils ont finalement, somme toute, mieux réussi que les valets du socialisme. Merci. Merci. Je crains qu'il manque quand même quelques kilomètres, même quelques milliers de kilomètres. Parce qu'effectivement, le projet de la colonisation française, c'était de faire de Bamako la plaque tournante du chemin de fer de l'Afrique de l'Ouest. Et de toutes les villes, de Conakry à Bamako, de Dakar à Bamako, etc., ça devait être le point central du chemin de fer de l'Afrique de l'Ouest. Ce projet, évidemment, n'a pas été mené à son terme, et effectivement, après la colonisation, on a tout simplement abandonné ce projet. Alors, il est vrai qu'à l'époque de la colonisation, c'était souvent du travail forcé qui était requis pour construire la ligne de chemin de fer, et que par conséquent, une fois la décolonisation, on s'est dit, fini le travail forcé, fini les grands projets, fini les grands travaux. Alors du coup, on a tout jeté en même temps, et on a oublié que pour construire des lignes de chemin de fer, il fallait les faire souvent à force d'hommes. C'est ce qu'ont fait les Chinois, c'est ce qu'ont fait les Européens, c'est ce qu'ont fait les Américains au XIXe siècle, etc. Bon, maintenant, on a des moyens techniques plus modernes, il n'est pas une question de revenir évidemment à la brouette, mais on pouvait utiliser des procédés plus labor-intensifs que capital-intensifs. Bon, alors effectivement, on peut regrouper tout l'argent de la coopération sur les chemins de fer, mais n'oublions pas qu'a fait le NEPAD, le nouveau partenariat pour le développement en Afrique. On n'a pas construit 1 kilomètre de voie de chemin de fer avec le NEPAD, on n'a rien fait avec le NEPAD, si ce n'est des réunions dans des grands hôtels à gauche, à droite en Afrique, mais on n'a rien fait du tout. Donc malheureusement, effectivement, l'aide publique au développement française n'a pas donné de grands résultats, mais le NEPAD non plus. Alors, démission de l'État ou disparition de l'État, oui, démission de l'État, c'est vrai, mais les programmes d'ajustement structurel n'ont jamais dit que l'État devait disparaître. La pensée libérale n'a jamais dit qu'il ne devait pas y avoir d'État. L'État doit exister, il doit être dans ses grandes fonctions, mais il doit être efficace, il doit être au service du développement du secteur privé, il doit créer toutes les conditions qui sont nécessaires au développement, il ne doit pas être inactif. Quand on voit ce que font les ministères en Guinée notamment, mais dans d'autres pays aussi, on se demande qu'est-ce qu'on fait des dotations. Est-ce que le ministère de la Jeunesse et des Sports fait quoi que ce soit dans ces domaines? Rien du tout. Donc on dilapide les dotations, mais on n'en fait rien. Donc effectivement, l'État est absolument nécessaire, il ne doit pas disparaître. Et les programmes d'ajustement structurel n'ont jamais visé à la disparition de l'État. Alors la coopération est-elle positive, est-elle nécessaire, à qui profite-t-elle? La coopération, de toute façon, tous les pays ont besoin de coopérer les uns avec les autres. La coopération existe au niveau sous-régional en Afrique, dans le cadre de l'UMOA, de la CEDEAO. Bon, donc les pays ne peuvent pas vivre isolés, ils ont besoin de coopérer les uns avec les autres. Maintenant, personne n'est obligé de s'ajuster avec les institutions financières et monétaires internationales. Certains pays asiatiques s'ajustent sans le Fonds monétaire international. On peut s'ajuster tout seul, mais l'ajustement est inéluctable. On ne peut pas durablement vivre au-dessus de ses moyens et dépenser plus qu'on ne gagne. Donc un jour ou l'autre, parce que si on le fait, c'est quelqu'un qui vous a prêté la différence, que ce soit l'extérieur ou que ce soit quelqu'un d'autre. Donc l'ajustement, de toute façon, aura lieu. Il est inéluctable, mais il peut être dramatique, cet ajustement. Donc effectivement, il vaut mieux s'ajuster avec l'aide de l'extérieur que s'ajuster sans l'aide de l'extérieur. Encore faut-il que, effectivement, on veuille véritablement mettre en œuvre les accords que l'on a signés.
Alors, cette coopération, vous pouvez la refuser. Mais enfin, la Guinée ne peut pas vivre en autarcie, elle ne peut pas refuser d'avoir des relations avec le reste du monde. Donc, on a besoin de coopérer avec les autres. Et cette coopération, effectivement, vous avez raison de le souligner, pour coopérer, il faut être deux ou plusieurs. Il faut qu'il y ait un dialogue véritable. Alors, ce dialogue, il existe quand même. Les institutions monétaires et financières internationales n'imposent rien au pays. C'est le pays qui s'engage à mettre en œuvre des mesures qu'il a lui-même définies. Alors, elles entrent dans un cadre qui est effectivement d'inspiration libérale, mais jusqu'à présent, on n'a pas vu que la voie du socialisme menait au développement économique, et partout où elle était appliquée, ça a été un échec. Alors maintenant, la voie libérale du développement, finalement, donne globalement de meilleurs résultats. Les transferts de fonds, effectivement, ils peuvent aider au développement local, à condition que ce ne soit pas seulement pour construire des maisons, mais que ce soit aussi pour construire des écoles, pour construire des dispensaires, éventuellement pour créer des entreprises. Parce que si c'est pour se construire une maison pour ses vieux jours, d'ailleurs, on ne passera pas forcément d'ailleurs dans le pays là-bas, c'est pas forcément un investissement qui sur le long terme peut être créateur d'emplois. Cela dit, c'est quand même une aide à la balance des paiements, puisque c'est des entrées nettes de fonds pour le pays. Les États d'ailleurs voudraient souvent mettre la main, capter cette manne pour en faire un mauvais usage sûrement, mais c'est effectivement très très important et ça joue un rôle important dans l'équilibre des comptes extérieurs des pays. Alors quand on dit que les passes n'ont pas réussi, ils n'ont pas réussi quand ils n'ont pas été appliqués. Et puis quand on dit les effets désastreux des programmes d'ajustement structurel, si on prend par exemple le cas de la Guinée, les programmes d'ajustement structurel ont quand même permis, dans les premiers temps où j'étais relativement correctement appliqué de 86 à 98, de réduire considérablement l'inflation, de redresser les finances publiques, de stabiliser la monnaie et de bénéficier en fait aux producteurs. L'objectif des programmes d'ajustement structurel, c'est de favoriser les producteurs au détriment des consommateurs. Le régime précédent avait favorisé les consommateurs des villes et au détriment des producteurs paysans. Les programmes d'ajustement rééquilibrent justement ce déséquilibre. Donc ces programmes sont bénéfiques aux producteurs et moins bénéfiques aux citadins, forcément, mais des citadins qui étaient subventionnés par des produits à bas prix. Donc il ne faut pas dire que ça a entraîné la misère, la souffrance, etc. Il ne faut pas s'imaginer que nos amis du Fonds de la Banque mondiale sont sans cœur et qu'ils sacrifient les dépenses sociales pour équilibrer les budgets. Non, tout ça entre dans un programme de redressement économique et par conséquent, tout cela est quand même bien pensé. Donc il ne faut pas dire que les programmes d'ajustement structurel n'ont pas d'effet ou n'ont que des conséquences néfastes. C'est souvent parce qu'ils ne sont pas appliqués qu'ils ne donnent pas de résultats. Alors l'échec de l'aide, oui peut-être, mais 80%, j'ai pas retenu ce que... Bon, l'échec de l'aide si on veut, mais l'aide c'est pas tout non plus. Les dons, on fait des dons à beaucoup de pays, notamment des dons de médicaments à la Guinée. Que deviennent ces dons de médicaments? Arrivent-ils véritablement dans les hôpitaux à ceux qui en ont besoin? Ils sont détournés en cours de route par des tas de gens. Vous retrouvez sur le marché à Conakry des bâches marquées UNHCR. Bon, donc, donc ça veut dire que les dons ou les choses qui sont données sont détournées. Donc par conséquent, effectivement, il y a une responsabilité des donateurs, peut-être qu'ils ne sont pas suffisamment attentifs ou prudents, mais il y a une responsabilité de ceux qui reçoivent l'aide. Il ne faut pas dédouaner les receveurs de leur turpitude. Les turpitudes des autres ne nous dédouanent jamais de nos propres turpitudes. C'est pas parce que les autres vous poussent à faire des bêtises que ça justifie les bêtises que vous faites. Bon, donc voilà. Merci. Merci. Monsieur Barry. Alors, bon, monsieur Faupas, comme on est d'accord, je ne vais pas insister sur l'altruisme. Les transferts de la diaspora, tout dépend ce qu'on entend par projet de développement.
comme disait mon collègue, si on envoie de l'argent pour construire une maison et c'est un projet de développement, ça peut l'être, ça peut ne pas l'être. Il faut bien s'entendre là-dessus. Bon, généralement, on envoie quand même, il faut le reconnaître, de l'argent pour résoudre des problèmes sociaux. Par exemple, comme je vous disais tout à l'heure, il y a eu un décès dans ma famille, on a envoyé de l'argent, mais c'est pas pour le développement, hein, on est bien d'accord. Bon, maintenant, un taxi. Si on envoie un véhicule en Guinée pour faire le taxi, est-ce que c'est un projet de développement? Par certains aspects, oui, par certains, non. Exemple tout bête, celui qui va récupérer le taxi, est-ce qu'il va être un vrai taxi ou un clando? S'il est un clando vis-à-vis de l'État, il est un clando, donc il ne paye pas de taxes. Est-ce que c'est du développement? Ça profitera à l'individu. Donc, voilà, tout ça pour dire que tout est toujours délicat. Ce qui compte, néanmoins, il est vrai, pour répondre c'est que la diaspora n'est pas organisée pour faire des choses de manière collective. Chacun fait un peu, à son niveau, pour d'abord sa famille, éventuellement pour son village ou sa ville, pour retaper l'école, etc., etc. Mais c'est tout. C'est vrai que, bon, je ne rentre pas dans le détail pourquoi, on ne va pas refaire l'histoire, mais bon, ça c'est un constat qu'on peut faire. Hein. Donc c'est un souci. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Il n'y a qu'à faut. Il faut, il n'y a qu'à. Moi, une idée toute simple, c'est que, c'est d'ailleurs aussi une critique qu'on fait en France. En France, dans les gouvernements socialistes, j'ai rien contre les gouvernements socialistes, hein, mais on reproche souvent qu'il n'y ait pas de chef d'entreprise. Et donc, problème par rapport à la compréhension des difficultés du chef d'entreprise. En Guinée, il n'y a pas d'entrepreneurs. Il y a des commerçants, des hommes d'affaires, il n'y a pas d'entrepreneurs. Donc il y a des gens qui ont de l'argent, mais qui sont rentiers, qui investissent dans l'immobilier, mais les usines, il n'y en a pas. Alors là aussi, je ne vais pas rentrer dans le détail pourquoi, il y a des raisons objectives et subjectives, mais bon, c'est un fait. Peut-être que si on avait un entrepreneur, eh bien effectivement, il serait plus à même d'investir, ou en tout cas d'indiquer quelles sont les voies possibles. Hein, pour rejoindre ce que disait mon collègue, effectivement, les passes, la vocation, c'est de favoriser l'investissement productif. Donc pour simplifier, les paysans. Puisque généralement, les hommes politiques, quels qu'ils soient, financent les gens de la ville, parce que c'est les gens de la ville qui sont susceptibles de le renverser. Donc on fait des subventions au carburant, au riz, pour que les gens de la ville soient contents, et puis évidemment, on prend l'argent où? Sur les paysans. Maintenant, si on veut faire l'inverse, parce qu'évidemment, économiquement parlant, c'est plus intéressant de financer l'investissement productif, parce que c'est avec de l'argent, tout le monde en veut de l'argent, donc il faut d'abord le créer, il ne tombe pas du ciel. L'ennui, c'est que si on favorise les agriculteurs, parce qu'eux aussi veulent gagner de l'argent, et s'ils gagnent de l'argent, croyez-moi, ils vont travailler, ben, l'ennui, c'est que les gens de la ville, ben, les prix vont augmenter. Le riz local, il est plus cher que le riz importé. Donc si on dit, bon, maintenant, on va favoriser nos agriculteurs, mais le riz va augmenter, ben, à Conakry, c'est la révolte. Donc voilà, donc ce sont des choix politiques, et effectivement, il faut avoir du courage. Avant d'avoir du courage, il faut faire de la pédagogie, expliquer aux gens, et je crois que les jeunes, eux, peuvent le comprendre, parce que les jeunes, l'avenir, ça les intéresse, alors que bon, ceux qui sont déjà sur place, eux, l'avenir, voilà, je suis sur place, j'ai un poste, je m'y accroche, et puis c'est tout. Le reste, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est tout ça qui fait que ben, on n'avance pas. Donc je me dis qu'un entrepreneur qui a la fibre entrepreneuriale, qui pourrait dire, bon voilà, il faut investir. Donc investir, ça veut pouvoir dire aussi, il faut perdre de l'argent pour espérer en gagner. Et évidemment, dans des secteurs, y compris dans l'énergie. En Guinée, je veux dire, la première chose qu'il faudrait faire, hein, moi, la première décision, entre guillemets, une des premières décisions, on va dire, d'Alpha Condé, c'était le barrage hydroélectrique de Caleta. Ça, c'est super. Le problème, c'est qu'il aurait fallu qu'il n'y ait que des barrages hydroélectriques, et non pas des barrages thermiques. Parce que des barrages thermiques, ça va coûter de l'argent, il faudra acheter du carburant. Un barrage hydroélectrique, voilà, il y a les investissements de départ, après ça coûte quasiment rien. Donc là, on pouvait investir, mettre des millions. Alors évidemment, ça prend du temps, mais après on peut le vendre, donc ça rapporte de l'argent. Déjà, ça résout les problèmes d'électricité pour nous, Guinéens, et après, ça rapporte de l'argent. Donc voilà. Et ça, il faut le dire aux gens. Les hommes politiques, ils doivent exprimer, ils doivent expliquer, bon voilà, ça va être difficile, parce que quand on investit aujourd'hui, c'est pas demain,
Ça peut être dans 2 ans, dans 3 ans, mais voilà où on va. Et ça, je suis désolé, les Guinéens peuvent comprendre. Donc, dire que les passes, ça n'a pas marché, oui, d'une certaine manière, tout dépend comment ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que les politiques, quels qu'ils soient généralement, eh bien, ils n'appliquent pas parce que ça dessert leurs intérêts. En France, on a créé l'ENA. Moi, je ne suis pas forcément pour l'ENA, il faut évoluer avec son temps. Mais pourquoi on a créé l'ENA? Pour 2 raisons. D'abord parce qu'il y avait, entre guillemets, ce qu'on appelait les collaborateurs, hein, les collabos en France, qu'il fallait virer. On ne peut pas les virer tous, sinon il n'y aurait plus d'État. Donc il fallait les remplacer par des jeunes avec l'intérêt général. Ça qu'on apprenait, l'intérêt général. Les fonctionnaires, au début, ils apprenaient, c'est-à-dire c'était leur seule, comment dirais-je, conviction, c'était l'intérêt général. On travaille pour tout le monde. Bien, en Guinée, ça manque. Alors bon, j'ai vu qu'on allait créer une ENA, mais il ne faut pas que ce soit formel, il faut qu'il y ait du contenu. Il ne faut pas dire on a une ENA comme les autres, mais si c'est pour ne pas apprendre l'essentiel, ça ne sert à rien. Voilà, en gros, ce que je voulais dire. Si, quand je suis devant des étudiants, je fais éventuellement de la sémantique. Ici, on est entre nous, j'essaie d'être pédagogique. Donc je sais encore ce que c'est qu'un intellectuel, il n'y a pas de souci, mais je veux être sûr d'être compris. Je ne dis pas que j'y arrive, mais en tout cas, c'est le but. Et enfin, pour le Botswana, il a fait même pire que de refuser. Il a fait l'inverse au niveau agricole. C'est-à-dire la Banque mondiale disait il faut faire ça, lui il a fait 180 degrés. Et ça a marché. Et aujourd'hui, le Botswana se porte bien. Donc ce qui veut dire que c'est encore les Africains qui savent ce qui est bon pour eux. Mais il ne suffit pas de le dire. Il faut se mettre en équipe, il faut avoir un projet qui tient la route, hein, qui soit conséquent. Parce que si on ne sait pas où on va nulle part. Et à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Il ne faut pas vivre au jour le jour. Bon, les Botswanais, ils sont pris. Je pense que les Africains, les Guinéens, nous, on a aussi les compétences pour pouvoir le faire. Ce qui manque, c'est peut-être un leadership qui fasse qu'on ait confiance dans nos dirigeants. Mais le jour où ça viendra, et ça viendra forcément avec le temps, hein, ça ne fait que 50 ans que la Guinée est indépendante, donc la France, ça fait 200 ans qu'on a fait la Révolution française, on est dans une démocratie relative. Parce que si je demande à chacun est-ce qu'on est dans une vraie démocratie, chacun pourra dire ah non, non, pas du tout, parce que ceci ou cela. Donc on a avancé, certes, il y a beaucoup de choses qui fonctionnent, mais ce n'est pas encore le summum. Donc en Guinée, soyons patients. Je sais qu'à l'échelle de notre vie, on est impatient. Hein, on se pèse, ce qui est normal. Mais bon, il faut regarder le temps long de l'histoire. Et le temps long de l'histoire, c'est que les choses évoluent. Parfois pas toujours dans le bon sens, mais on dit toujours que les derniers finiront par être les premiers un jour. Donc si on est les derniers aujourd'hui, nos enfants, nos petits-enfants, ils seront les premiers. Voilà. Belle conclusion. Monsieur Ndiaye, je m'excuse, je suis venu un peu en retard. J'aime préparer mes improvisations, mais je n'ai pas eu le temps. Donc je ne vais pas avoir le même talent oratoire d'abord que les 2 premiers intervenants, ainsi que tous ceux qui sont intervenus dans la salle. Et les 2 questions qui nous réunissent cet après-midi ont toutes 2 un seul dénominateur commun, l'aide. Elle n'est pas nouvelle. C'est vrai, M. Morisson a raison, la coopération, elle a toujours existé. Et à la sortie, dans sa forme la plus élaborée, on l'a vu en Europe à la sortie de la guerre, avec le plan Marshall. Et ce qui est étonnant, c'est que le plan Marshall a permis le développement de l'Europe, a créé la prospérité. Il y a eu, en ce moment-là, beaucoup d'argent. C'est ce qui a, par ailleurs, à partir des années 60, permis d'acheminement et d'acheminer l'aide vers l'Afrique, puisque les fonds, l'aide publique au développement étaient consistants. Il y en a beaucoup, ça venait, n'est-ce pas, de partout, et puis tout cela est parti en fumée. En réalité, le problème qui s'oppose à l'Afrique, c'est un problème essentiellement humain et un problème institutionnel.
on a parlé du Botswana, l'exemple du Botswana, mais c'est très éloquent. Parce qu'au Botswana, il y a des hommes, il y a d'abord des institutions, et ensuite il y a des hommes, des gens qui réfléchissent et qui aiment leur pays. Ils sont engagés en faveur, n'est-ce pas, de l'intérêt général. Les plans d'ajustement structurel, qui, dans leur forme actuelle, contenue dans le PPTE, ont un vice de naissance qui remonte au moment même des accords de Bretton Woods en 1944. On dit de favoriser la croissance par les exportations. Mais les exportations, chez nous, ce ne sont pas des biens et services que nous avons fabriqués. C'est tout simplement des matières premières qui sont là. Or, le déséquilibre, n'est-ce pas, des échanges fait que les cours qui sont fixés pour ces matières premières, pour l'écoulement de ces matières premières, ces prix-là sont fixés sur des marchés internationaux sur lesquels ces pays n'ont aucune prise. Donc, il ne peut pas y avoir de croissance. Sauf si M. Morrison nous dit si c'est possible, dans quelle mesure. Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est pas une question en fait, c'est-à-dire c'est l'appropriation au niveau de la coopération décentralisée, du développement donc, local, c'est l'appropriation des populations, des projets qui déterminent leur réussite. En Guinée, il y a des cas de réussite que moi je connaisse à distance. Ça se passe dans la région de la Basse-Guinée et un peu à la lisière de la Moyenne-Guinée, entre India, Mamou, Télémélé, où on a résolu beaucoup de problèmes d'accès à l'eau potable, disons de beaucoup de choses qui sont liées aux droits fondamentaux et qui sont en rapport avec les défis du développement. Donc, effectivement, quand il n'y a pas d'appropriation, un projet de développement local ne peut pas réussir. Je vous... Laissez M. Barry commencer. M. Barry, vous la parole. Oui. Alors, rapidement, il y a de l'argent à l'extérieur, il n'y a pas les gens pour manager les projets. Hein, ce qu'on appelle le syndrome hollandais, c'est que, bah oui, l'argent est là, il pourrait permettre de faire des projets, mais voilà, il n'y a pas les structures ou même, je dirais, la compétence locale à même de... Voilà, donc si on envoie l'argent, l'argent va disparaître, puisque finalement, on ne sait pas quoi en faire. On prend ça comme une manne, hein, comme un cadeau de Noël, et puis c'est tout. C'est venu, ça reviendra. Voilà. En matière de concurrence, le problème, on parle peu de concurrence. Il n'y a pas assez, bon en France aussi, mais il n'y a pas assez d'émissions économiques en Guinée. Si on explique, et ça les Guinéens peuvent comprendre facilement, que par exemple il y a 2 constructeurs, pour simplifier, hein, il y en a un peu plus, mais en gros il n'y a que 2 constructeurs d'avions, Boeing et Airbus, et que donc si on n'est pas content avec l'un, on va avec l'autre, mais qu'on est franchement limité. En revanche, au début, s'il y avait un pays qui fabriquait du cacao, par exemple le Ghana, et puis quand les Occidentaux disent bon, au Ghana il faut baisser le prix du cacao, et que le Ghana ne veut pas, eh bien la Banque mondiale elle va financer le cacao en Côte d'Ivoire, résultat ils seront 2, puis après en Malaisie, puis après dans un autre pays, et ainsi de suite, et quand il y en aura 100 qui fabriqueront du cacao, qui tireront tous le prix vers le bas, bah évidemment, qui est-ce qui perd? C'est les agriculteurs africains, voire asiatiques. Donc tout ça pour dire que la concurrence, il ne faut jamais la perdre de vue. Mais pour pouvoir être concurrent en matière d'aéronautique, on en revient toujours au même niveau, il faut l'éducation. Voilà. Moi, je suis très impressionné, par exemple, par... je parle au niveau gouvernance, hein, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, par l'expérience de Singapour. Voilà, on a décidé d'investir de manière productive et que la population en bénéficie.
Ça a pris le temps qu'il faut, mais aujourd'hui, Singapour, voilà, je crois que c'est pas la peine que j'en parle, tout le monde sait où il est. D'accord? Et donc ça, c'est une volonté politique. Il y avait des gens qui savaient où ils allaient, hein, qui ont fait ce qu'il fallait pour. Parfois, ça a pris du temps, parfois, ça a été plus rapide, mais ils y sont arrivés. Nous, on ne sait pas où on va au jour le jour. Donc forcément, encore une fois, je me répète, mais quand on ne sait pas où on va nulle part. C'est simple. Bon, les Guinéens, à titre individuel, ben, ils savent qu'on ne dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Parce que si vous le faites, vous allez le faire une fois, mais après la banque, elle va vous envoyer l'huissier pour récupérer l'argent qu'on vous a prêté. Bien, un État, c'est pareil. Un État, c'est pareil, sauf que ben, l'État, il ne peut pas officiellement être en faillite. Je dis bien officiellement, parce que dans les faits, hein, il n'y a qu'à regarder la Grèce ou autre aujourd'hui. Et donc, donc, on a fait ce qu'il fallait. L'ennui, c'est que personne n'en a tenu compte et on répète les mêmes errements du passé. Donc là, nous, on a gagné, entre guillemets, on n'a pas gagné, mais disons qu'on a été allégé des 2 tiers de la dette, sauf que, bah, je veux dire, au lieu de rembourser 150 millions par an, on va rembourser 50 millions, mais 50 millions, c'est encore beaucoup. Et si de toute façon, on ne sait pas pourquoi on les rembourse, je veux dire, ça ne changera rien. Hein. Même s'il y avait 1 euro pour le principe, on ne le rembourserait pas. Si dans notre tête, on a décidé de ne pas le rembourser. Donc voilà, tout ça, c'est une question d'éducation, de volonté politique, accessoirement. Alors le nouveau code minier, j'avais lu l'ancien, je ne connais pas encore le nouveau. Ce qui me gêne néanmoins dans le code minier, c'est que moi j'aimerais qu'en Guinée, on fasse appel à toutes les compétences guinéennes. Alors évidemment, comme tous les Guinéens ne sont pas compétents dans tous les domaines, après il faudrait aussi des compétences extérieures, je ne dis pas le contraire. Mais déjà, si on faisait appel à toutes les compétences guinéennes, déjà ça coûterait moins cher, parce qu'il y a peut-être des choses que les Guinéens savent faire. Et puis ensuite, il y a une chose qui est claire, c'est que même si on ne connaît pas tout, au moins tout le monde défendra la Guinée. Moi, à une époque, quand je disais, quand on parlait des problèmes d'apartheid, c'était un truc tout bête, mais je disais les Sud-Africains blancs, ils sont peut-être blancs. Ça, c'est le fruit de l'histoire, mais ils sont africains. Donc ça veut dire... Donc pour le nouveau le code minier, bon, c'est ça le problème. Ça veut dire que, évidemment, on va dire que les autorités guinéennes avaient des exigences. C'est bien de demander, de dire que bon, on a 15% d'office et puis qu'on prendra 20%. L'ennui, c'est qu'en Afrique, généralement, on ne paye pas. Quand on crée une entreprise, il faut payer de l'argent. Une entreprise, c'est fait pour gagner de l'argent. Sinon, vous faites une association. D'accord? Donc, quand on veut gagner de l'argent, on fait une entreprise. Donc, l'État guinéen, quand il participe au capital d'une entreprise, il faut qu'il mette de l'argent, sinon il n'est pas crédible. Donc, obtenir des actions gratuites, pourquoi pas? Mais bon, il faut rester raisonnable. Voilà, donc, résultat, évidemment, le code minier, on l'a refait, puisque ça n'intéressait personne. Hein. Sur le papier, c'est bien, mais ce qui compte, c'est la réalité. Aujourd'hui, je ne sais pas où ça en est. Mais bon, avec la critique que j'ai faite. Le commerce équitable, bon, je ne vais pas en parler. Disons que, voilà, c'est un peu un gadget. Si on considère les montants, hein, si on raisonne de manière macroéconomique, bon, évidemment, sur le principe, c'est bien. La philosophie du commerce équitable, c'est bien. Parce que, bon, dire qu'on va rémunérer davantage le producteur, et comme les producteurs sont dans les pays du Sud, bah, évidemment, ça nous plaît. Sauf que, bon, quand on regarde les montants dépensés, bon, c'est un gadget, quoi, donc il ne faut pas se leurrer. Voilà. À chaque fois que ça existe, on peut essayer de mettre la main à la poche, pourquoi pas payer un peu plus cher son café, mais bon, c'est pas ça qui va révolutionner le commerce international. Et enfin, l'institutionnalisation, bon, je l'ai dit, bon, moi, dans les projets que j'évoquais tout à l'heure, je n'avais pas parlé de cet aspect-là, parce que bon, c'est un peu... c'est pas très dynamique, quoi, hein, dire, bon, c'est le préfet qui gère ça, on a créé une structure pour chapeauter ça, il y a le ministère machin qui fait ça. Bon, c'est très descriptif, mais bon, ça existe. En Guinée, de ce côté-là, il y a des structures, hein, contrairement à d'autres pays au niveau décentralisé. En Guinée, tout a été fait. Maintenant, c'est pas parce qu'on a des structures qu'elles fonctionnent. Donc, et même si on a des structures qui fonctionnent, souvent elles fonctionnent pour soit prendre de l'argent, donner des ordres, mais comme je l'ai dit, le suivi. Le suivi, c'est fait généralement par les ONGD, c'est-à-dire... Bon là, moi en l'occurrence, ce dont je parlais tout à l'heure, c'était le Canada. Donc c'est eux qui font les études d'impact, les études de suivi. En Guinée, nous on ne fait pas. Tout à l'heure, il y a un compatriote là, qui parlait du plan Guinée. Ben, si le plan Guinée c'est bien, et donc il faut le dupliquer ailleurs, ben, il faut que ce soit nous, Guinéens,
qui étudions ce système, savoir pourquoi il est bien, est-ce qu'il est duplicable ailleurs, dans d'autres secteurs, et à ce moment-là le mettre en place. Personne ne le fera à notre place, il faut être clair. Donc voilà ce que je voulais dire. Merci. Monsieur Borissel. Merci. Alors, je rebondis sur le commerce équitable. Je partage tout à fait l'avis de M. Barry. Effectivement, philosophiquement, c'est très bien, c'est une belle démarche, mais effectivement, c'est pas ça qui va résoudre le problème du déséquilibre du commerce international ou de la symétrie. Vous allez sauver quelques personnes, bon, c'est toujours louable, mais ça ne fait pas changer fondamentalement la donne. Et souvent, c'est le dernier avatar de la pensée terre-mondiste, et ça n'aboutit pas, en fait, globalement, à quelque chose d'important. Alors, pour revenir sur les programmes d'ajustement structurel, je voudrais insister, les programmes d'ajustement structurel ne sont pas imposés au fond, ne sont pas imposés par le Fonds monétaire international, ils sont soutenus par le Fonds monétaire international. Donc c'est le pays qui définit le programme et qui le signe. Et le Fonds le soutient avec les autres bailleurs financièrement. Alors, lorsque vous dites vous êtes minable, non, je ne voudrais pas, vous êtes inorganisé, ce qui n'est pas pareil. Monsieur Yansané, qui est actuellement le ministre des Finances et avec qui j'ai travaillé à la Banque centrale et pour qui j'ai un immense respect, disait « Le sous-développement, c'est l'incapacité à s'organiser collectivement ». C'est ça le problème fondamental. On n'arrive pas à s'organiser collectivement, car il n'y a pas de fatalité au sous-développement de l'Afrique. L'Afrique a suffisamment de potentialités diverses et variées pour pouvoir se développer. Mais on ne peut pas asseoir le développement économique sur les matières premières. Quelqu'un disait les matières premières n'existent pas. Seule la matière grise existe. Donc la seule richesse d'un pays, ce sont ses hommes. Ce ne sont pas les matières premières. Alors, si vous avez des matières premières, ça peut vous aider, bien sûr, par rapport à un pays qui n'en a pas. Mais quoique, on évoquait le syndrome hollandais, les matières premières, c'est souvent des windfall profits. C'est un enrichissement sans cause. Ce sont les autres qui viennent exploiter vos matières premières, qui s'en vont avec, et finalement la retombée en matière financière peut être importante, et donc ça va dégager des sommes importantes, mais que va-t-on en faire si on ne sait pas les utiliser sur place? Je souscris tout à fait à l'idée qu'il manque une classe d'entrepreneurs. On a des commerçants, mais faire du commerce et faire une entreprise, c'est pas la même chose, c'est pas le même esprit, c'est pas la même compétence. Il y a une absence de sens de l'État qui fait que la gestion publique est aussi déficiente. Alors l'ajustement structurel a conduit à une diminution du nombre de fonctionnaires en Guinée, mais effectivement, c'était là encore parce que le secteur favorisé se trouvait à Conakry et chez les fonctionnaires dans le régime précédent, dans le régime de Sékou Touré, et qu'on a voulu rééquilibrer en faveur du secteur productif et dégraisser une fonction publique qui était pléthorique et inefficace. La fermeture des entreprises publiques ou leur privatisation, c'est tout simplement qu'elles ne produisaient plus rien, ou qu'elles produisaient à des coûts exorbitants. Alors la privatisation n'a pas été une réussite, c'est vrai, mais on voit bien qu'on avait privatisé la téléphonie, elle a été de nouveau publique, et l'entreprise de téléphonie guinéenne publique a fait faillite, tout simplement parce qu'on a confié la gestion de cette entreprise à un incapable, s'il n'est pas en plus malhonnête. Bon, l'aide, effectivement, le plan Marshall a servi au développement, à la reconstruction de l'Europe, mais c'est parce que là, aussi en Europe, il y avait quand même un soubassement humain qui permettait d'utiliser l'aide qui était apportée. Et c'est vrai que le problème du soulèvement est un problème essentiellement humain et institutionnel avant d'être un problème économique. Alors, au Botswana, effectivement, il y avait des institutions et des infrastructures, et il y avait des gens capables, effectivement, de se prendre en charge et de définir par eux-mêmes ce qui était bon pour leur pays. Donc les matières premières, l'insertion de l'Afrique reste effectivement assez largement, c'est pas le cas partout, évidemment, c'est pas le cas de l'Afrique du Sud, par exemple, essentiellement, mais ça reste essentiellement une insertion rentière. Donc ce n'est pas en exportant des matières premières à faible valeur ajoutée que l'on peut s'enrichir. Alors par moment, les cours des matières premières sont favorables, et donc on engrange beaucoup de bénéfices, mais par moment, les cours s'écroulent et effectivement, on va protéger. Donc évidemment, il faut profiter, je dirais, de l'heureuse conjoncture où il y a un besoin très fort de matières premières
pour dégager des excédents, mais à condition de savoir les utiliser intelligemment. Alors, le nouveau code minier guinéen, oui, je suis d'accord, souvent l'État veut 15%, 20% du capital, mais il ne veut rien apporter comme argent. Bon. Par ailleurs, il signe, les gouvernements successifs ont parfois signé des contrats miniers léonins. Alors actuellement, le président de la Guinée est en train de vouloir renégocier, ou tout du moins faire annuler la signature d'un contrat de plusieurs lots de Simandou, signature avec un homme d'affaires franco-israélien. Bon, alors peut-être qu'effectivement le contrat est léonin, peut-être que effectivement la Guinée a raison sur le fond, mais enfin qui a signé? C'est quand même l'État guinéen, il y a continuité de l'État. Donc évidemment, si les gouvernements précédents signent n'importe quoi et qu'à chaque fois on est obligé de redépenser énormément d'argent pour porter l'affaire en justice au plan international, sans être sûr d'ailleurs de gagner, bon, je ne connais pas tous les tenants et aboutissants du contrat, mais enfin, le contrat a quand même été signé officiellement par l'État guinéen. Bon, donc il faut malheureusement parfois reconnaître ces erreurs. Alors c'est peut-être triste d'avoir signé n'importe quoi, mais il faut en prendre la responsabilité. Et d'autre part, effectivement, dans les négociations, il est très bien que la Guinée diversifie ses partenariats et qu'elle accueille effectivement des entreprises minières. Alors, ces entreprises minières sont évidemment des multinationales, donc on a en face de soi évidemment des gens qui ont l'habitude de négocier, mais on a aussi des pays comme la Chine, qui ne fait pas mystère de vouloir mettre la main sur les matières premières du golfe de Guinée. Or, la Chine arrive effectivement extrêmement structurée, organisée, avec une idée précise de ce qu'elle veut faire. Elle a en face d'elle des gens qui ne sont pas organisés et qui sont prêts finalement à signer n'importe quoi pour 1 ou 2 millions de dollars, ce qui était le cas dans l'affaire de Simandou. Et poursuit-on celui qui a signé un contrat léonin et qui en a bénéficié, qui a bénéficié sans doute d'un pot de vin important? C'est effectivement, je crois, M. Konaté, voilà, c'est M. Konaté qui a signé. Bon, donc personne ne lui reproche rien, personne ne lui demande rien. Des gens partent de Guinée en détournant 6 millions de dollars, comme certains ministres à l'époque de Lansana Conté. Qui l'a poursuivi? Est-ce qu'il y a eu un mandat d'arrêt international? Personne. Donc tout le monde trouve que c'est très bien. Vous préférez avoir un fils douanier qu'un fils instituteur. Et pourquoi vous préférez avoir un fils ou une fille douanière plutôt qu'instituteur? Ben, je vous expliquerai pas pourquoi, vous le savez. Donc, maintenant, pour juste terminer sur le Fonds monétaire, effectivement, qui a reconnu que les programmes d'ajustement structurel pouvaient avoir des déficiences et que certaines mesures qui avaient été préconisées, notamment dans la crise asiatique et argentine, avaient pu être non adaptées. Alors, bon, on peut critiquer. Il n'y a pas eu finalement, fondamentalement, de modification de son approche. Comme je disais tout à l'heure, on a modifié un peu le vocabulaire. On n'appelle plus ça un programme d'ajustement structurel, on appelle ça un accord triennal de prêt. Mais en fait, les programmes d'ajustement structurel étaient sur 3 ans. L'accord triennal de prêt, évidemment, comme son l'indique, est sur 3 ans. Derrière, il y a toujours un programme d'ajustement structurel. Alors, on a refait un peu la façade, mais sur le fond, le dogme reste assez largement le même. Alors, ce qu'on peut critiquer avec peut-être le fond, c'est que souvent on confond le but avec le chemin. C'est-à-dire que tout le monde est à peu près d'accord sur le but à atteindre, mais parfois on veut que le chemin soit un peu court pour y arriver, et donc on force les pays à prendre des mesures parfois évidemment drastiques et difficiles dans un temps très court. Et je voudrais terminer pour dire que les programmes d'ajustement structurel, ou maintenant leur nouvelle version d'accord triennal de prêt, plus tous les autres types de financement, ne sont pas réservés aux pays en développement, mais la Grèce le connaît et d'autres pays européens peuvent le connaître. Et la France, comme les autres pays, a besoin d'un programme d'ajustement structurel. Merci. On remercie très chaleureusement nos intervenants, donc M. Barry ainsi que M. Morrison pour leur intervention. Et j'espère qu'ils ont pu répondre à toutes vos questions et vos attentes donc sur le sujet donc, de la coopération et développement local, défis et enjeux.
Nos félicitations. Il faut continuer jusqu'à la fin du monde de la Monsieur le maire. Je vais me mettre à côté. Allez, la dernière photo, puisque nous avons peu de temps, nous avons pris un petit peu de retard sur la programmation. Donc la dernière photo, et nous laissons la place au secrétaire général afin qu'il puisse